OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga. Bon matin, comment ça va? Ça va très bien. Même en journée de pluie? Ouais, c'est poche ça. Ça, c'est vraiment poche. Mes Wipers s'en venaient tantôt puis ils se croisaient comme ça faisait... Ah oui. En plus, il fait vrai. Je suis dû pour changer. Là, j'ai plus de garage. Il va falloir que je m'organise autrement pour faire mes affaires. Dans ma cour, pas de garage, puis tout, au fret, puis appui, puis oui donc. Mais c'est poche. Mais c'est ça. Que veux-tu? C'est la vie. Ben, c'est les joies de l'hiver qui s'en vient. Mais c'est cela. T'as-tu vu cette semaine passer ma nouvelle appel à témoins, encore une fois? Oui, j'ai vu passer. C'est fou, hein? Ben, deux fois dans quasiment même pas une semaine. Ben, moi, c'est la proximité des événements qui ont lieu, là. Ouais. On est à quoi? Peut-être à un intervalle d'environ 2-3 semaines, là. Il se passe quelque chose aux alentours. Oui. Je l'ai dit, ça fait 3 ans que je le dis même, à toutes les périodes d'automne, 21 septembre, les alentours avant et un peu après. Il y a beaucoup d'observations assez intrigantes. Puis comme celle-là, là, ça fait une couple de fois qu'on voit ça et on les filme en plus. Mm-hmm. Puis ce qui est drôle, c'est que ça l'interagissait l'année passée, je l'ai vu en septembre, puis ça interagissait avec mon pointeur laser. Parce que je voulais montrer à mon chum qui est avec moi, puis je check dans le coin là. Puis là, je pointe un peu à gauche de cette affaire-là. Puis en pointant là, il y a une sphère qui s'est allumée. Je dis, ben voyons non. Ça vient d'apparaître comme je pointe là. Je pointe de l'autre côté, puis ça refait la même chose. Ben voyons. J'ai pesé sur un piton Power On, quelque chose. Je sais pas. Mais ça s'est allumé, ça a comme interagi avec ça. Sauf que là, cette année, c'est pas de ce côté-ci du fleuve qu'on l'a vu, c'est de l'autre côté de la rive sud, donc sur la rive nord, dans le coin de Portneuf. Mais on ne sait pas plus c'est quoi. Puis j'ai osé, comme j'ai dit la semaine dernière, d'appeler à la base militaire pour voir c'est quoi. Et là, j'ai dit, bon, regarde, on va arrêter de niaiser. Je vais dire mon nom, je vais dire qui je suis, qu'est-ce que je mange en hiver, puis c'est ça qui arrive. C'est ça qu'on fait. Puis je veux savoir ce que c'est vous autres qui étiez là ou pas. Si c'est pas vous autres, c'est correct. Mais si c'est vous autres, c'est correct aussi. Je veux pas savoir le pourquoi, puis qu'est-ce que vous faites et avec quoi vous faites ça. Si vous me dites, oui, c'est vous autres, c'est correct, je vais le prendre, on va dire c'est l'armée, point. Je veux pas en savoir plus, je veux pas fouiller dans vos bagages, puis qu'est-ce que vous faites de secret ou quoi que ce soit, ça m'intéresse pas. C'est pas que ça m'intéresse pas, ça m'intéresse, là, mais... On va le trouver pareil. Ben, c'est ça. Moi, on sait que c'est pas de source autre que vous autres. C'est ça que je veux mettre en... Et on m'a répondu par courriel que ce n'était pas eux autres. Parce que dans le temps de COVID, ils ne font aucun exercice en dehors de la base militaire. Aucune. Non, exact. Donc, si c'est pas eux autres, c'est quoi? Là est la question. Est-ce que c'est sûrement pas un phénomène naturel, là. Pas comment est-ce que c'est. Non, pas dans le comportement, ça c'est une évidence. Là. C'est ça. Puis on me dit souvent, c'est des drones. Non, c'est pas des drones. Un drone, là, c'est à peu près 24 pouces. Des fois 10 pouces, 12 pouces. Mais 24, tu peux aller jusqu'à 36 pouces. Mais ça, c'est des drones à 10 000 $. Là. Oui, exactement. Là. Même au-delà de ça. Là. Ben, c'est ça. Encore un petit peu plus gros pour les drones héliportés, comme on peut dire. Là. Parce que t'en as d'autres types d'avions là, qui fonctionnent avec au niveau des avions. Tout type de véhicule téléguidé qu'on est capable de le transformer en drone. Puis à tous ceux qui veulent pas croire que ça existe, ben arrêtez-moi ça avec les histoires de drones. C'est pas des drones. Ça, c'est officiel que c'est pas des drones. Ben non. Et les drones militaires, ça ressemble à un genre de petit Cessna. Pour ceux-là qu'on connaît. C'est ça.
C'est ça. Pour ceux qui sont publics. Ça fait pas nécessairement autant de bruit qu'un Cessna, là, mais ça fait quand même un petit bruit quelconque, légèrement, peut-être, à moins d'être une affaire électrique. Ou je sais pas, peut-être qu'on connaît pas encore jusqu'à où c'est rendu la technologie. Peut-être de quoi qui fonctionne au mercure, genre? Ouais, peut-être. Antigravité? Ouais. Peut-être. Ouais. En batterie de char? Tant qu'à dire de niaiseries. Mais... Non, mais on sait pas c'est quoi. Fait qu'arrêtez de dire que c'est des drones, ça ne l'est pas. C'est pas un hélicoptère non plus parce que d'où on est, on l'entendrait royalement. Effectivement. Et ça bouge de façon assez aléatoire, parfois que ça bouge pas du tout. Et cette semaine, autant que la semaine dernière, le 6 octobre, il y avait des vents de fou, parfois écorner des bœufs. Fait que si ça aurait été des antennes thaïlandaises, on s'est entendu qu'il aurait pris le bord. Puis en plus, il mouillait. Exact. Fait que ton espèce d'antenne, elle aurait comme l'antenne. Elle n'aurait pas tenu. Elle n'aurait pas tenu parce que le papier va assez rapidement s'imbiber. Il va alourdir, il va tomber. Là, c'est automatique. Là. C'est ça. Fait qu'on élimine ça aussi. Qu'est-ce que c'est? On ne le sait pas. C'est ça, l'ufologie. On sait pas on sait pas de quoi ça retourne. Ben, tôt ou tard, on va finir par avoir les réponses. Je sais pas si tu as eu le temps de voir la publication que j'ai faite hier au niveau de la page de Zone Parallèle sur Facebook. J'ai posté une vieille nouvelle. Je sais pas si... Je pense que les gens ont même pas vu passer ça. C'est un documentaire ufologique qui revient sur les anciens cas. Il y a eu beaucoup de déclassification de documents au niveau de l'armée et des agences, et ainsi de suite, qui ont été révélés dernièrement. Fait qu'il y a un documentaire qui a été fait où ce qui reviennent sur les anciens cas, mais les cas militaires, sur les sites où ce que tu vas avoir des silos nucléaires. Ils vont parler plus de cet aspect-là que la présence extraterrestre s'est faite voir de façon beaucoup plus flagrante. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de sites qui ont été totalement désactivés durant leur présence. Ils ont dans le fond les témoignages des officiers qui ont vu des vaisseaux arriver à côté des missiles, puis leur projeter tout simplement un rayon. Laser, quoi que ce soit, ça peut être, mais en tout cas, un rayon qui part du vaisseau jusqu'au missile, puis il l'a totalement désactivé, là, puis il n'y a plus rien à faire avec le missile. Là. Toute la charge nucléaire a été totalement désactivée. Donc, avec tous les nombreux essais nucléaires qui ont été faits à travers la planète, ben dans tous les cas, il y a eu des rapports là-dessus. Fait que c'est un documentaire qui revient sur ces sujets-là. Il y a Jacques Vallée qui intervient dans le documentaire. Mm-hmm. Il y a tellement de précision qu'on ne peut plus remettre en doute le fait qu'il y a un phénomène qui se passe. Puis, on s'entend que Jacques Vallée, c'est pas un deux de pique. Là. Non, exactement. C'est pour ça que je prends la peine aussi de le citer, parce qu'il commande beaucoup au niveau de ces anciens cas-là, qui datent des années 1900 de Roswell et compagnie. Donc, c'est toute de la confirmation d'informations. Donc, c'est pas de la nouvelle information, mais c'est de la confirmation, puisque maintenant, c'est appuyé avec la documentation qui a été déclassifiée. Ça, c'est comme le truc en Angleterre que j'ai posté cette semaine, qui a été censé sortir cette année, qui n'est pas sorti. Puis on remet ça encore dans 50 ans. Oui, c'est ça, ça fait longtemps. Tu fais ça, là? Ça fait longtemps, là. Oui, mais pourquoi tu fais ça? Parce que, normalement, là, par la loi, ils sont obligés de le rendre public, puis ils le font pas. Exact. Ça m'écoeure. Ça m'écoeure parce que tu veux cacher quoi? Est-ce que c'est une affaire de l'armée américaine que tu veux pas dévoiler? C'est-tu ça? Je dis américaine ou n'importe quel, chinois, n'importe quoi. Je vais spéculer là, totalement. Là, la réalité nous dépasse totalement. Ouais, peut-être. Spéculons. Spéculons parce que, justement, on sait pas c'était quoi. Puis on l'a jamais vu. On peut pas en savoir plus. Mais les deux types qui ont été témoins de ce phénomène-là, dans ce coin-là, dans les années 90, là, tu sais, je me dis, crime, pourquoi t'as pas regardé les photos? Pourquoi t'as pas... Tu les as données à quelqu'un? T'as pas gardé une copie, quelque chose? Ben, tu sais, des fois, il y a des informations qui sont dévoilées publiquement, mais, tu sais, tout ce qui devient public n'est pas nécessairement la totalité de l'information. Ouais. Tu sais, même nous autres, on fonctionne de la même façon quand on fait de l'enquête. Il y a certaines informations qu'on va dévoiler, il y a certaines informations qu'on va garder entre nous, entre confrères.
Puis il y a certaines informations qu'on va garder plus personnellement parce que on a un objectif spécifique quand on fait de l'enquête, mettons en ufologie ou en paranormal. Donc, tu sais, c'est normal qu'il y ait de l'information qui reste peut-être en arrière. Est-ce qu'on a une confirmation que oui, il en reste? Peut-être pas, mais je prétends plus que oui. Ouais. Il doit y avoir de quoi qui a échappé ou qui a pas été analysé encore. J'aime bien aussi les liens que notre bon ami sympathique Polyèdre qui m'envoie, parce que il nous a envoyé une vidéo justement qui a rapport à ça, ce truc-là qui a été encore remis 50 ans plus tard. Mais il y a aussi il y a des auditeurs qui m'envoient des liens vidéo, et j'en ai posté un cette semaine qui fait bien jaser parce que ça fait comme, voyons, c'est du fake ça. Je sais pas tu sais de quoi je parle. Non, pas celle-là. T'as pas été voir? Non, j'ai pas été voir. Tu sais, j'étais un gars qui travaille. Ah ouais? Tu fais ça, toi? Je parlais du lien de Stan Noyan. Comment il s'appelle donc? Comment est-ce qu'il s'appelle donc? T'as un peu, je suis en train de chercher en même temps sur mon... Bon, mais pendant l'Internet, je te dirais que pendant mon 40 heures de travail, ces derniers temps, c'est beaucoup moins que ça, là. Ouais. Pendant que je travaille, dans mes écouteurs, on entend les futures émissions de Zone Insolite, les capsules qui s'en viennent, puis les choses comme ça. Fait que même quand je travaille, je suis en train de faire de la radio en même temps. Stan Romanek, le nom que je cherchais, qui disait que c'était fake, le gars qui voyait un extraterrestre par sa fenêtre de salon, de cuisine, ou peu importe. Il disait, le monde disait que c'était fake, t'as le kit. Sauf qu'il y a eu un reportage, un documentaire sur lui. Il t'entend des scientifiques qui parlent dans ça. Le gars, il a été emprisonné pour supposément pédophilie. Oh. Mais avec la NSA, apparemment, qu'il y a eu quelque chose en rapport avec ça. Est-ce que c'est une fausse pédophilie? Est-ce qu'ils ont voulu y faire fermer la trappe? Il y a le phénomène ufologique a servi à plusieurs reprises dans des anciens cas aux États-Unis pour camoufler des cas de pédophilie puis ouais, sauf que là, un petit peu plus bizarre. Sauf que là, quand tu parles trop, comme moi je parle trop, hein, mais je vous le dis tout de suite là. Ben non. Je suis pas pédophile, ça m'intéresse pas des petits-enfants. Je suis pas non plus à rien, j'ai pas de problème psychologique. Je vous le dis tout de suite, s'il m'arrive de quoi, là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nicole, elle me fait des signes comme quoi que, si, ça tourne pas rond dans sa tête. Oui. En parlant de moi, bien sûr. Non, effectivement, oui, Nicole Gorée qui est en studio aussi, qui va être là après notre reportage, pas reportage, mais notre chronique de Jean Lavergne. D'ailleurs, on va comme y aller tout de suite parce que sinon, ça va avancer, le temps va avancer, puis on n'aura pas le temps de jaser très, très longtemps avec Nicole. Fait que je veux pas y enlever du temps. On va vous mettre la chronique de Jean Lavergne de ce beau deuxième week-end, deuxième semaine, parce qu'on est là toutes les 2 semaines. Donc, Jean Lavergne avec l'OVNI Show. Tout de suite après, on vous revient. Et ensuite, on va parler avec notre invité qui est en studio, Nicole Gorée. Ça te va comme ça? Yep. Parfait. À tantôt. Écoutez ça, ça vaut la peine. Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine à la chronique l'OVNI Show dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir encore une fois cette semaine de venir vous parler un peu d'OVNI, d'ufologie dans l'émission de Carole Lauzé. Cette semaine, on va un peu philosopher, si je puis dire, parce que on va se poser des questions que plein de gens se posent depuis des années. Et puis, il n'y a pas de réponse dans le fond. Là, je veux dire, ce n'est que de la spéculation pour tout le monde. Mais c'est parce que qu'est-ce qui est intéressant de regarder dans le sujet que je vous propose aujourd'hui, c'est un peu l'évolution qu'a pris cette question-là au fil des années, des décennies jusqu'à aujourd'hui. Puis, qu'est-ce qui est super intéressant de constater dans ça, c'est qu'on va être capable réellement de remarquer une grosse différence entre ce que pouvaient en penser plusieurs à l'époque et ce qu'on en pense aujourd'hui. Puis, aujourd'hui,
on est presque tombé dans le négatif ou dans le déni total ou dans, je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, mais je veux dire, ça a tellement viré de bord qu'aujourd'hui, ça a plus de rapport avec le début de cette mode de pensée-là, de cette façon de penser-là. On va se poser la grande question aujourd'hui que plusieurs se posent depuis des années. Pourquoi que les extraterrestres seraient intéressés à venir nous voir sur la Terre? Ben, pour commencer notre réflexion, il faut qu'on commence à faire un petit peu d'histoire quand même sans tomber dans l'historique ufologique, là. Mais on peut pas faire autrement que de commencer cette réflexion-là avec l'après Roswell. Dans les années qui ont suivi le crash de Roswell au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, on a assisté à une vague de contactés. Et puis, ces contactés-là, qui en passant, c'était pas mal toutes des faussetés puis de l'imagination, là, mais ça a donné naissance à une vague de témoignages et de modes de pensée qui ont fait en sorte que être enlevé par les extraterrestres, voir des soucoupes volantes, c'était amusant, même plaisant, parce que la vision de la masse à l'époque pour le sujet était très populaire. Et puis, tout le monde avait sa petite histoire. T'sais, moi, je me suis fait enlever une 20aine de fois par des extraterrestres. Et puis là, ils sont venus me chercher. Puis on est allé faire 3-4 petits tours alentour de Vénus. Et puis, après ça, on est allé alentour de la Lune. Puis ils sont venus me ramener. Puis ça a donné naissance à toute l'histoire de George Adamski aussi, avec son extraterrestre Horton qui aurait laissé un message indécryptible dans les semelles de ses souliers dans le sol. Tout ça pour dire que ça, c'était 99% du temps, c'était inventé, même 99,9% du temps, c'était inventé, parce que c'est comme si c'était à la mode de parler d'ufologie, de parler d'ovnis, même s'il y en a qui disaient les ovnis, les soucoupes volantes, c'est bizarre. Il y en a beaucoup qui le disaient, mais il y en a beaucoup qui avaient embarqué dans le trip aussi de dire que c'était cool de parler de soucoupes volantes et de se faire enlever. À cette époque-là, le pourquoi, là, il n'y avait pas grand monde qui se posait la question vraiment dans le fond, parce que c'était un trip, tu sais, je veux dire, c'était vraiment un trip, là, tu sais. On a vu beaucoup d'associations ufologiques qui sont défuntes depuis des millions d'années maintenant, s'intéresser au sujet. Il y a eu des publications aussi qui ont spécialisé, si on peut dire, qui racontaient les histoires de n'importe qui. Ça n'avait pas de rapport si c'était vrai ou non. On raconte ces histoires-là, tu sais. Fait que ça a développé comme un système de croyance que c'était super positif. Il n'y avait pas gros de négatif là-dedans parce qu'on n'avait pas encore vu de monde se faire tuer par des extraterrestres ou se faire attaquer ou se faire mutiler par des extraterrestres. C'est parce que c'est rien que dans l'imaginaire des gens, tout ça était imaginé pour se donner une, je sais pas une prestance, mais je veux dire, sans dire se donner de l'importance, c'est cool d'avoir été enlevé par des extraterrestres. Mais ça va changer beaucoup dans les années 60, au début des années 60, pour être plus précis, dans la nuit du 19 au 20 septembre 1961. Parce que dans la nuit du 19 septembre au 20 septembre 1961, dans le New Hampshire, il y a eu le premier cas, entre guillemets, réel, d'enlèvement par les extraterrestres qui n'a pas été trop drôle. Il s'agit du cas de Betty et Barney Hill. Le cas des Hills, c'est pour dire la première fois où on avait vraiment un récit qui sortait de l'ordinaire avec des petites touches scientifiques, puis des séquelles physiques. On sait que Barney a eu beaucoup de problèmes de peau. Il y a eu comme une espèce de poudre aussi qui a été laissée sur le véhicule. En tout cas, c'est une grosse histoire, le cas des Hills. Si vous voulez, je pourrais peut-être faire une émission là-dessus, une chronique là-dessus. Mais tout ça pour dire que là, oups, ça commence à être dangereux un peu parce qu'eux autres, ils l'ont pas eu facile. Puis il faut se rappeler aussi que dans ces années-là, aux États-Unis, Barney, c'était un noir, elle, c'était une blanche, un mariage mixte de ce genre-là. C'était pas trop bien vu, si on peut dire, là. Ça les a pas aidés au départ, mais tout ça pour dire qu'il y a plein de choses qui sont ressorties de ça. Elle a fait des graphiques de... Regarde, je dis pas que c'est vrai, là. C'est pas ça que je dis. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a fait un graphique d'une carte du ciel qui serait
assez spéciale avec des planètes pas encore découvertes. Et puis, si on la vire de bord comme dans un miroir, là, on voit mieux ce que c'est. C'est comme si elle avait vu cette carte-là dans garde. Ah, d'accord. Mais tout ça, là, toute la perception de l'enlèvement extraterrestre, le fun, là, ça ressemble plus à une journée au Parc Belmont ou à la Ronde, là. C'est vraiment quelque chose qui pouvait être traumatisant, puis ça a été perçu comme voyons donc, que c'est ça, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de l'air si le fun que ça. Avec ça aussi, on voit l'apparition des premières descriptions de gris, les petits gris, hein, dans ce témoignage-là. Donc, ça a changé, ça a fait comme pencher la balance ailleurs au niveau de la perception des gens sur les enlèvements extraterrestres, les rencontres avec des ovnis assez rapprochés. On voit aussi dans ce cas-là les premiers rapports de tests médicaux, si on peut dire, parce que Betty dit qu'elle a subi comme un test de grossesse qui, finalement, la science a découvert cette façon-là de le faire des dizaines d'années plus tard. En tout cas, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont fait en sorte que c'était pas mal moins cool là, de se faire enlever par les extraterrestres. Mais ça, c'est resté comme ça pour à peu près une dizaine d'années. C'est là qu'on a commencé à avoir aussi une espèce d'éclosion de cinéma de peur ou tu sais, que ça soit bien fait ou non, on s'en tape, là, c'est pas ça le but, là, mais il y a eu beaucoup de films d'extraterrestres qui ont été faits avec des bébites weird, puis tout ce qu'ils voulaient faire, c'est nous manger ou ben on nous a amenés sur leur planète pour nous manger, et puis ces affaires-là, la perception de l'ufologie en général a changé dans ces années-là à cause que là, on commençait à avoir un côté négatif là-dedans. Puis ça nous amène à l'espèce de deuxième vague de perception du pourquoi que les extraterrestres pourraient venir. Là, t'sais. Là, il a commencé à avoir toutes sortes d'affaires de spéculation parce que là, comme je disais tantôt, ils s'en viennent pour nous manger ou pour nous enlever, pour faire des tests. Puis là, ben, la science avance un peu, l'ADN se mêle un peu là-dedans, on commence à en parler un peu. Là, il y a plus de gens qui sortent pour dire, moi aussi, j'ai été enlevé puis ça a été l'enfer. On commence à voir plusieurs cas comme ça. Puis là, regarde, on peut pas nécessairement prouver la véracité de ces cas-là parce que, comme je l'ai dit tantôt, quand ça a commencé au début, c'était cool, donc tout le monde en voulait. Puis à un moment donné, quand c'est devenu moins cool avec le cas des îles, ben c'est devenu pas nécessairement moins populaire au sein de cette même masse-là, mais c'est devenu plus noir. T'sais, l'ufologie a comme pris un côté plus noir, les expériences médicales, ces affaires-là. T'sais. Mais à un moment donné, il y a eu des cas de mutilation animale là-dedans, il y a eu plein d'affaires. Mais à un moment donné, on arrive dans une époque de nouvel âge. Vous rappelez-vous de ça, là, les Aum, là, a pu finir, le monde assis dans des parcs, toute la gang en bretzel, puis Aum pendant des heures, là, on est rendu là, connecté avec son moi-même intérieur, là, tu sais, son soi-même, si on peut même dire, là. Ça a fait changer le pourquoi que les extraterrestres viennent nous voir de A à Z. Puis ça coïncide aussi avec la guerre froide, l'armement nucléaire, les tests atomiques, puis ce qu'on a été capable de commencer à voir de qu'est-ce qui s'était passé à Hiroshima, Nagasaki, la pollution extrême, ces choses-là. Il a sorti des ouvrages super intéressants. Il a sorti des films influenceurs, si on peut dire ça, comme un peu le film Soleil vert, où que la civilisation est rendue en 2012, si je me trompe pas, parce que ce film-là, il a été fait pas mal avant, ou 2012, ou 2020, 2021, quelque chose du genre. Puis c'est l'enfer. Je sais pas si vous avez vu ce film-là, mais je veux dire, on est rendu super overpeuplé, puis il n'y a plus rien à manger, là, tu sais. Mais ça, c'est ça. Fait que ça a évolué de ça pour s'en aller vers le New Age, puis là, la perception des gens, c'est en aller que les extraterrestres, ils viennent nous voir pour nous sauver. Ça a des ramifications profondes, ça, pour nous sauver, parce que c'est bien beau, là, on est peut-être tous dans le caca avec les armes nucléaires, la pollution, puis tout, mais pourquoi? La question, c'est, la mienne en tout cas, c'est pourquoi qu'une race extraterrestre ferait tous ces efforts-là pour venir nous sauver? Donc, la question profonde, c'est qu'est-ce qu'on est pour eux autres? Pourquoi que ça est... Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il y a du monde là, qui sont comment je pourrais bien dire ça? Donc, je veux dire, ils vont aider tout le monde, même s'ils les connaissent pas, là, puis que ça veut absolument rien dire pour eux autres. Oui, mais pourquoi qu'une race extraterrestre ferait des milliards de kilomètres pour venir nous voir, une petite planète bleue perdue dans l'immensité de l'espace, pour nous sauver?
On a plusieurs questions à se poser là-dessus, là. Tu sais, si on dit que les extraterrestres viennent nous sauver, ils viennent nous sauver, premièrement, de quoi? Ou de qui? Et puis, qu'est-ce que ça représente, ça, dans l'intellect commun que des extraterrestres viennent sur Terre pour nous sauver? Premièrement, regarde, on retournera pas d'un temps biblique, là, parce que c'est pas le but de la chronique aujourd'hui, mais je veux dire, si on se fie à ça, et ça fait des milliers d'années, là, qu'ils viennent sur la Terre, les extraterrestres, là, mais ça, c'est d'autres choses. Mais, depuis la nouvelle vague, si on peut dire comme ça, des extraterrestres, qu'on peut partir de Roswell jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on voit d'eux autres, c'est ils viennent se promener, puis là, ils nous achalent un peu, ils font, entre guillemets, de la gascue, puis après ça, ben, il n'y en a plus, puis, tu sais, je dis, garde. Puis là, des témoignages d'enlèvement, là, si on se fie aux statistiques là, qui seraient officieuses, dans le fond, là, il y a 70% du monde qui se fait enlever à tous les ans, là. Mais ça, je veux pas embarquer là-dedans non plus. Mais tu sais, s'ils viennent pour nous sauver, ils font quoi? Tu sais, à vue de nez comme ça, à date, là, ils font pas grand-chose. Puis si on reste dans cette optique-là de nous sauver, ben, s'ils viennent nous sauver, c'est parce qu'ils ont de l'intérêt pour nous autres. Puis cet intérêt-là, ce serait quoi? C'est plate de revenir au cinéma, mais il y a de très bons exemples qu'il y a eu dans des bons films. C'est Le jour où la Terre s'arrêta. L'extraterrestre là-dedans qui s'appelle Klaatu. Il vient nous voir sur la Terre parce qu'il y a un message à nous donner. Puis son message, là, il y a de la misère à le donner parce qu'avec toute la géopolitique qui existe sur la Terre, il est pas capable de parler à tout le monde. Puis c'est pas un message qui s'adresse, c'est pas un message qui s'adresse à quelqu'un, c'est un message qui s'adresse à l'humanité. Puis en gros, son message, à la fin du film, on l'a complètement, c'est que lui, il est venu nous voir pour nous dire de se calmer le pompon. Parce que là, présentement, on a des armes nucléaires, on a des fusées, puis on est capable d'envoyer des fusées avec des bombes gigantesques dans l'espace, ce qui fait en sorte que, d'après lui, on va être dangereux pour les autres à l'échelle interplanétaire. Fait que, calmez-vous le pompon. Si vous voulez vous tuer entre vous autres, il n'y a pas de problème, mais dépassez pas votre planète. Un message intéressant quand même, parce que surtout en 1951, quand le film a été fait, on commençait justement à s'en aller vers l'autre sorte de message au niveau de la masse ou de ce que peut représenter les visites d'extraterrestres. Ben, ça vient nous dire exactement ce que tout le monde dit, les messages de paix, ces affaires-là, tu sais. C'est juste que là, ils ont rajouté une coche, c'est que si on vient dangereux pour les autres planètes, c'est bien de valeur, mais eux autres, ils vont nous river notre clou, on sera plus dangereux pour personne. Il y a cette mentalité-là, mais l'autre mentalité aussi, c'est pour nous protéger, nous sauver de nous-mêmes. Puis, je sais pas si vous êtes assez vieux, tout le monde, pour vous rappeler de ce que c'était le New Age, là, en 70 puis 90, là, mais c'était comme... ça sort de l'année des époques du Peace and Love, puis ces choses-là, fait qu'on est tous connectés, puis on a une importance intergalactique dans l'univers, puis on se prend pas pour d'autres pantoutes, parce que si on n'est plus là, nous autres, l'univers fonctionnera plus. C'était ça, le pensée. Mais si on vient encore à la question, c'est que pour nous sauver, quelle sorte d'intérêt qu'on peut avoir pour eux autres, pour que ça vaille la peine d'être sauvé pour eux autres? Il y a l'exemple que j'ai donné avec le film de Day the Earth Stood Still, Le jour où la Terre s'arrêta. Mais y a-tu d'autres choses? Il n'y a personne qui a vraiment sorti des théories intéressantes là-dessus, sauf que oui, ils ont besoin, regarde, là on peut compléter à fond si on veut, là, tu sais. Ils ont besoin de notre ADN pour perpétuer leur race parce que c'est toutes des clones, puis ils sont rendus à la 102e génération de clones, puis ils commencent à avoir du replicative fading, autrement dit que quand tu fais une copie d'une copie des centaines de fois, rendu au bout, il te reste pas grand-chose, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'une injection d'ADN neuve pour repartir leur race. Regarde, on est encore dans ça. Il y en a gros du monde qui pense ça aujourd'hui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que s'ils viennent nous sauver dans l'esprit des Aum des années 70-80, c'est parce qu'on le mérite, puis qu'on est une part importante de leur vie, si on peut dire ça comme ça. Mais quand on tombe dans le côté complotiste, c'est que ils viennent nous sauver parce qu'ils ont besoin de quelque chose qu'on peut lui donner. Tu sais, c'est très, très égoïste comme but, tu sais. Mais ça n'empêche pas, par contre, qu'ils peuvent venir nous sauver pour une autre raison. T'sais, on peut tomber dans d'autres théories qui expliqueraient que la race humaine sur la Terre, ce serait le résultat d'une expérience que des extraterrestres auraient fait il y a des millions d'années. Puis ils viennent nous voir
de plus en plus, d'après tout ce qu'on peut voir, là, ça a l'air qu'il y a des observations d'OVNI, là, ça pullule là, sur la Terre de ce temps-là, là, même si on n'est jamais capable d'en prouver une. Mais ils viennent voir qu'est-ce qui se passe avec leur expérience. Ben, si on est encore rendu juste à un niveau d'expérience pour eux autres, on peut retomber encore du côté que, ouais, ils nous aiment parce que ils ont une espèce d'attrait sur ce qui se passe avec nous autres au niveau de leur création, si on peut dire comme ça. Mais tu sais, ils nous aiment pas comme le sens du mot ils nous aiment là, tu sais là. Ils nous aiment pas pour nous autres, ils nous aiment parce que par qu'est-ce qu'on représente. Ben ça l'évolue pas vraiment ça, cette théorie là encore aujourd'hui là, tu sais, parce que oui, il y a plein de films qui ont sorti, il y a plein d'émissions documentaires qui ont sorti, puis on est capable de prouver que, puis en oui donc, puis il n'y a rien de prouvable dans le fond, là, tu sais, je veux dire. Puis c'est pas en regardant 2001 avec le singe à côté sur le monolithe qui va découvrir qu'un os, ça peut servir pour assommer son voisin, qu'on va en apprendre plus non plus, tu sais, même si c'est un bon film. Mais ce que je veux en venir avec ça, c'est que on est rendu comme dans une espèce de troisième phase de pourquoi qu'ils viennent. Tu sais, il y a tellement maintenant de complotistes, de théories, de toutes sortes d'affaires, que là, en plus de ça, il y a 92 000 races d'extraterrestres. Ça me surprendrait bien gros que s'il y a vraiment autant de races que ça, qui aient toutes le même but. Parce que, tu sais, je veux dire, on a rien qu'à prendre. C'est parce que le problème, c'est ça. Faut qu'on prenne quelque chose comme exemple, puis on peut pas faire autrement que de prendre nous autres comme exemple en tant qu'humanité. Pas en tant que personne, mais en tant qu'humanité. Tu sais, si on recule dans l'histoire, les peuples évolués ont envahi les peuples non évolués, puis en général, les peuples non évolués ont perdu leur identité pour être capables d'être assimilés dans pas la civilisation, mais dans la vie des civilisations plus évoluées. Donc, on a vu ça sur la Terre souvent. Mais si on prend pour acquis que pour être capable de venir de Alpha Centauri, qui se trouve être la place la plus propice selon plusieurs pour qu'il y ait des vies qui viennent nous voir, là, premièrement, ils n'ont pas grand-chose en commun avec nous autres au départ, là, tu sais. On peut se rappeler des théories de Michio Kaku, c'est un scientifique, un physicien, ça, qui dit qu'il existe 3 sortes de civilisations dans l'univers. Il y a le 1, 2 puis 3. Tu sais, si je me rappelle bien, 1, on contrôle notre système planétaire, 2, on contrôle une étoile, puis 3, on est capable de faire des voyages intergalactiques. Mais nous autres, là-dedans, on est dans la civilisation 0. On n'est même pas rendu assez loin pour ça. Donc, si on essaie d'avoir un dialogue avec peut-être un être extraterrestre qui va venir d'une civilisation 2 ou 3, c'est pareil comme si on essayait d'expliquer la théorie d'Einstein à un bébé de 3 mois. Il n'y aura pas grand-chose de possible entre les deux. Puis ça, c'est sans compter sur toutes les barrières qui peuvent exister au niveau soit du langage, de la morphologie corporelle. Ils ont-tu des oreilles? Tu sais, je veux dire, regarde, ça peut être n'importe quoi, un extraterrestre. Là. Ça dépend toujours de l'environnement dans lequel on évolue. Tu sais, regarde, parce que la physionomie des individus va changer avec l'environnement. Ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on respire. Tu sais, je veux dire, regarde, dans les années 1500, là, les gens étaient vraiment plus petits physiquement qu'on l'est aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, quelqu'un de 6 pieds, c'est « Hey, as-tu vu le gars de 6 pieds? » C'est plus vrai, ça, à cette heure-là. En général, le monde sont grands. Mais dans ces années-là, un gars de 6 pieds, c'était quasiment un phénomène en 1500, là, tu sais. Donc, si on prend juste ça pour exemple, juste le fait d'avoir changé notre alimentation, de faire l'exercice physique, puis de vivre d'une autre façon qu'on pouvait vivre dans les années 1500, ça a tout changé la morphologie. C'est sûr qu'on a encore un nez, des oreilles, une bouche, puis des bras, là, mais ça a tout changé. L'évolution, si on peut dire, du spécimen humain, juste en changeant juste ça. L'environnement, la nourriture, l'exercice physique, puis ces choses-là. Donc, si on essaie d'imaginer qu'est-ce que peut être la vie sur une planète qu'on sait même pas le nom puis qu'on n'a jamais trouvé, il y a bien des chances que ça soit pas nécessairement des bonhommes comme nous autres non plus. Fait que donc, le degré de compréhension entre les deux, soit eux autres, ils vont énormément s'abaisser pour nous parler, ou ben nous autres, on va essayer de faire un effort pour les comprendre. Puis là, j'en entends plein qui disent « Ouais, mais ils nous prennent quand même pas pour des tatas. » Puis on ne sait pas pourquoi qu'ils nous prennent. Tu sais, je veux dire, je l'ai déjà donné cet exemple-là. Tu sais, mettons qu'on s'en va en avion au-dessus du parc national, puis qu'on voit des orgnaux en bas, puis des chevreuils, puis tout ça, tu sais. Je veux dire, on les voit, mais on les considère pas.
on ira pas prendre un break avec eux autres pour jaser de ce qui se passe dans le bois aujourd'hui, tu sais, je veux dire, parce que on est sûr et certain qu'on n'aura pas de conversation intéressante avec un chevreuil. Ben, si leur optique envers nous autres est celui-là, c'est pas pour rien qu'ils viennent pas. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'on est des débiles, c'est parce qu'on n'est pas rendu assez loin pour ça. Puis tu sais, là, je veux pas nécessairement dire que les extraterrestres nous prennent pour des fourmis, ça a aucun rapport, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais il faut être capable, logiquement, d'imaginer une grosse différence intellectuelle avec une race extraterrestre qui serait assez évoluée pour être capable de faire du voyage interplanétaire, intergalactique, puis nous autres qu'on est encore en train de piocher dans le gazon l'été avec notre petite main en fer pour planter des rosiers. Tu sais, oui, on a de la science, oui, on a de la technologie, mais regarde, on est rendu à un point technologique, à un point scientifique qui nous est propre. On commence juste à comprendre certaines choses qui sont nécessairement évidentes pour une civilisation comme celle-là. Tu sais, même la physique quantique, on commence juste à regarder ça. Ouais, regardons si ça se peut. Ben, peut-être que ailleurs ça se peut pas mal plus que nous autres. Tu sais, c'est pas parce qu'on n'est pas capable de réaliser quelque chose aujourd'hui, nous autres, que ça se fait pas ailleurs. Ça, faut avoir ça dans la tête aussi. Mais c'est comme je disais, ça nous emmène à un autre mode de pensée envers un possible contact, ou pas nécessairement un contact, mais une relation avec les extraterrestres. C'est que là, on est rendu qu'on commence à parler beaucoup au niveau de l'esprit. Puis tu sais, le côté négatif de ça, c'est que c'est bien intéressant, là, je veux dire qu'on soit rendu, c'est correct, mais c'est parce que si on commence à laisser tomber 100% du côté matériel de la manifestation de l'OVNI ou de l'ufologie, ben là, c'est comme si on était dans le déni de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui versus qu'est-ce qu'on aimerait qu'il se passe, tu sais. On est quand même assez loin du AOM en général des années 70, mais on retourne vers plus une recherche intérieure ufologique que d'une recherche matérielle du phénomène OVNI qui, dans le fond, est un phénomène matériel. Tu sais, je sais pas si vous faites la différence entre les deux, parce qu'un phénomène matériel, c'est quelque chose que, oui, on peut voir, on peut toucher. Les ovnis, on peut pas vraiment y toucher, mais je veux dire, regarde, c'est des patentes en tôle qu'on voit 99% du temps, là. Bon, ben ça a un côté matériel, mais en s'en allant carrément du côté spirituel, c'est comme si on abdiquait peut-être un petit peu de pas être capable de n'avoir pogné puis d'expliquer plus que ça. Il y a des théories super intéressantes par contre, puis il y a des gens qui font des super rencontres, c'est super intéressant. Mais au niveau, mettons, du pourquoi qu'ils viennent ici, on dirait qu'on se la pose plus cette question-là parce que dans le fond, si on va du côté spirituel, ils sont ici puis ça fait longtemps. Tu sais, donc, on a commencé par s'en foutre, on a commencé après ça par essayer de le trouver puis de trouver des raisons qui nous plaisaient, style parce qu'ils nous aiment pour nous sauver. Puis là, avec toute l'évolution qu'on peut avoir au niveau de la technologie puis de la science, ben là, vu que le phénomène ufologique est encore très sournois puis comment est-ce qu'on pourrait bien dire, donc impalpable souvent, on a décidé de laisser tomber ce côté-là. Je dis pas que c'est pas une bonne approche. Regarde, je veux dire, on voit qu'il y a une évolution. Tu sais, je veux dire, on parle plus de patente en tôle, on parle plus au niveau de l'esprit, puis peut-être en contact avec des intelligences qui sont capables de voyager. Tu sais, c'est parce que si on est capable de voyager partout dans l'univers avec notre pensée, ils ont peut-être pas besoin de venir ici avec des véhicules physiques aussi, là, tu sais. Mais regarde, ça, dans le fond, c'est là qu'on est rendu. Puis, j'ai mon opinion là-dessus, puis il y a plein de gens qui ont leur opinion là-dessus, mais je pense que je vais terminer ma chronique cette semaine en vous laissant penser ce que vous voulez de ce que je viens de vous parler. Parce que si aujourd'hui, on se demande encore qu'est-ce qui peut bien venir faire ici, cet ovni-là, qu'est-ce qu'il fait au-dessus du champ de patates encore une 22e fois? Regarde, on n'a pas évolué dans notre recherche à ce niveau-là depuis 73 ans. Donc, peut-être que c'est le moment de se tourner vers un autre mode de pensée, plus réfléchi que dans le temps des AOM, mais peut-être qu'on s'en va plus vers une direction éclairée de la compréhension du phénomène aujourd'hui qu'on ne l'a jamais été avant. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé ma petite réflexion philosophique sur le pourquoi que les extraterrestres pourraient venir nous voir. Je vous rappelle que si vous voulez me laisser des commentaires ou me poser des questions, vous pouvez passer par le site de Zone Parallèle ou vous pouvez m'écrire directement au www.digifilm.ca pour me poser vos questions et me laisser vos commentaires. Sur ce, bonne réflexion à tous et on se reparle dans 2 semaines.
toujours intéressant à écouter les chroniques de Jean Lavergne, n'est-ce pas? Effectivement. Oui, là, on va aller à la pause, une courte pause. Ensuite, on parle avec notre invité qui est en studio, Nicole Gory. Alors, restez là. On vous revient tout de suite après. De retour en studio avec Steve Zuniga à la co-animation et moi-même, Carole Lauzé à l'animation et aussi notre invitée, Nicole Gory. Bonjour, Nicole. Bonjour. Bonjour à vous deux. Ça va bien? Oui, ça va bien. Approche juste toi un petit peu plus du micro, comme ça on va t'entendre un peu mieux. OK. Nicole, en fait, ton vécu, parce que moi je te connais, ça fait des années. Tu as écrit 2 bouquins. Le premier, c'est sur les traces d'Anaël, qui était un livre sur ton cheminement. Ensuite, tu as fait un autre bouquin qui est plutôt un roman. Un roman d'amour, oui. Rappelle-moi donc le titre. L'amour au soleil couchant. OK. Et là, tu es en écriture sur un prochain, mais ça va être dans quel genre de livre qu'on s'attend? Celui que j'ai en tête, là, il va s'appeler Histoire de cheminée. Okay. C'est justement toutes les techniques que je peux avoir appris, moi, que je vais mettre en livre. Ça va ressembler un peu à ce qu'on voit beaucoup, là. Okay. Un genre de pas dictionnaire, mais des techniques faciles à faire pour le commun des mortels. Là. C'est rien de compliqué. Fait que ça va être dans ce genre-là. OK. Mais là, comme... Quand tu dis cheminer, j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi. Qui t'es? Qu'est-ce que tu as vécu? Parce que je sais que tu es une dame qui a été très malade. Tu as eu bien des problèmes, mais tu t'en es sortie malgré tout. Et là, dans ces temps-ci, depuis le mois de mars, mettons, là, je ne sais pas si tu en arraches ou tu as comme lâché prise un peu ou pas. Là. Je ne sais pas, dans ton état d'esprit en ce moment, ça ressemble à quoi? En ce moment, ça va bien, là. Je veux dire, c'est mon état d'esprit. Là, j'ai eu la peur de la COVID comme tout le monde. Mais sinon, en ce moment, ça va bien. Mais comme tu dis, oui, c'est ça. J'ai eu beaucoup d'ennuis de santé. J'ai eu des phlébites. J'ai failli me faire amputer un pied. J'ai eu ensuite des phlébites au bras. J'ai perdu des bouts de doigts. Oui, j'ai eu énormément d'ennuis de santé. Puis j'ai 2 maladies de sang qui me forcent à prendre la chimiothérapie. Fait que tout ça ensemble, si je me serais laissé aller, ben là, je serais pas dans un bon état. Donc, la résilience est hyper importante. Puis le cheminement, les techniques aussi qu'on peut mettre en œuvre. Là. Okay. Tout ce que j'ai appris au cours des années, ben là, j'en ai mis beaucoup en route parce que c'est ça. Fallait que je me sorte aussi de... Tu vois, j'ai perdu un frère cette année. Tout de suite, pendant la COVID, là, on n'a pas pu assister à... Ça, c'est tough. Ah, c'est ça. Ça a été pénible. Là. Fait que c'est pour ça que je te dis que là, j'ai remis beaucoup de mes techniques en œuvre parce que, tu sais, des fois, on est outillé, mais quand c'est nous qui est touché, on a de la misère à mettre les techniques en œuvre. Cordonnier ma chaussée. C'est en plein ça. En plein ça. Donc, là, depuis, je te dirais le printemps, là, oui, il a fallu que je remette toutes mes techniques en œuvre parce que même en l'automne passé, je me suis fait réamputer un autre bout de doigt, une autre section de mon bout de doigt. Puis, tu sais, c'est ça. Tout ça mis ensemble, si on se laisse aller, on tombe. Ça, c'est officiel. Fait que le premier livre, c'était ça aussi. C'était beaucoup mon cheminement, ce que j'ai vécu, surtout les grandes épreuves, c'est sûr, pour montrer comment on peut ressusciter là, soi-même, par des techniques, avec de l'aide de plein de formations aussi, c'est sûr. Justement, tu as fait des formations, parce que si je regarde, toi, en fait, tu viens de quelle région? Moi, je suis née à Lornial, en Ontario. Je suis une Ontarienne. T'es-tu n'importé? Oui, un village, un nom bizarre, là, mais je viens de là pareil. Mais sinon, tu sais, j'ai été élevée dans les petits villages, Saint-Benoît, Saint-Placide, La Chute, j'ai été en Estrie. Je me suis promenée beaucoup, disons. On déménageait souvent. Puis depuis que je suis séparée de mon premier mari, j'ai été habitée 3 ans en Estrie. Okay. Puis c'est à partir de là que tout a déboulé dans ma vie, là. Ça a déboulé, je suis tombée à 0, puis je me suis rebâtie. Justement, en Estrie, il y a beaucoup de gens qui se ramassent là, on va dire, on déménage dans ce secteur parce que les énergies sont différentes. Il y a tellement de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'ateliers qui se font là-bas à propos des énergies, à propos du...
comment être bien dans sa peau, etc., etc. Tu me corriges si je me trompe? Non, il y en a beaucoup, beaucoup. Moi, personnellement, c'était pas vers ça que je suis allée. Moi, en tout cas, je me suis carrément sauvée de ma vie. C'est carrément le cas. J'étais rendue morte intérieurement. J'avais même plus de voix. Le monde me parlait au téléphone, j'avais plus de voix. Ma vie est en train de m'étouffer, la vie que je vivais, disons. Okay. Puis j'ai eu un chum hyper possessif, contrôlant, puis bon, il m'a fait des menaces de mort, tu sais. Fait que quand je suis partie en Estrie, moi, je partais vers quelqu'un que je connaissais même pas en plus, tu sais, mais il fallait que je me sauve, fallait que je ressuscite, fallait que je fasse quelque chose. Puis quand je suis arrivée là-bas, la première expérience, justement, genre paranormale, un petit peu, que j'ai vécue, c'est quand je suis partie de Montréal, me rendre c'était à Chartierville. C'est vraiment dans les montagnes, là, vraiment pas loin du Mont-Mégantic. Okay. Puis je suis arrivée par là-bas, puis il neigeait de plus en plus. Puis là-bas, partir de Sherbrooke au Cookshire, c'est tous des chemins de montagne. Mais vraiment, de montagne, là, tu vois rien, puis il commençait à faire noir. À un moment donné, j'étais tellement vidée que pour moi, là, j'aurais pu tomber dans un champ, n'importe où. Je m'en fichais. Là, j'aurais pu mourir là. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit à lui en haut, moi je suis croyante quand même, j'ai dit là, faites quelque chose. J'ai dit, aidez-moi à me rendre à destination. J'ai pas lâché le volant, mais quasiment là. Puis je me suis rendue à bon port, je sais pas comment. J'ai eu une période... comme si je n'étais pas là, disons. Là. Okay. Puis quand je suis arrivée à destination, il neigeait encore plus. Là. Puis juste le 3 km qu'il me restait à faire, me rendre à la maison, là, je te dis, là, je pleurais, j'étais vidée. Fait que ça a été vraiment ma première expérience que il y a quelqu'un qui m'a aidé, là. C'est officiel. Puis moi, comme je te dis, j'ai été me terrer carrément dans ce village-là, à Chartierville. J'ai été, je te dirais, quasiment 1 an sans sortir, là. J'étais tellement vidée, là. J'ai vécu plein d'autres expériences, là, dans la maison. C'est une maison centenaire, puis, tu sais, c'est sûr qu'il y avait des... en tout cas, moi, j'ai vu une femme, tu sais, j'ai vu des fantômes, j'ai vu plein de choses dans cette maison-là. C'était-tu tes premières expériences à vie? Oui et non, parce qu'avant de partir pour l'Estrie, l'homme en question, qui m'a invité à m'en aller chez eux pour me ressusciter quasiment, il m'avait fait vivre des choses à distance. Lui, c'est un hypnothérapeute en même temps. Il fait de l'hypno. À distance, là, je l'ai carrément vu au-dessus de moi à un moment donné. J'étais couchée, là. Ah oui? Oui. J'étais couchée, puis je pleurais beaucoup, là, tu sais, parce que j'étais vidée. Puis à un moment donné, j'ai carrément vu quelqu'un au-dessus de moi, là. Puis là, il m'a dit le lendemain que c'était lui. Tu sais, qu'il était vraiment... Il fait de la... Je sais pas comment t'appelles ça, la les projection. termes. Oui, c'est ça. Une forme de télé... c'est un genre de voyage astral qui a fait... Ouais, la bilocation. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, avant de partir, j'étais avec lui là, sur le chat, je me souviens pas si c'était MSN ou quoi. Puis à un moment donné, j'ai comme parti, j'étais comme plus là encore une fois. Puis je me suis rendue comme... lui, il me disait tout le temps que, tu sais, genre, ceux qui écrivent comme Walt Disney, Vangelis, c'est ceux qui écrivent les grandes œuvres, là, les grandes choses imaginaires qui sortent de l'imaginaire. Il dit qu'il y a toujours un monde qui est pour ça, tu sais, ou je sais pas, je pourrais pas dire, c'est un monde parallèle, disons. Puis je me suis rendue là. Puis j'étais comme en transe, j'étais comme plus là, puis c'est pas lui qui me l'a fait faire, c'est venu tout seul. OK. Puis à un moment donné... C'est une forme de régression, genre? Non, même pas, c'est pas de la régression. C'est que j'étais comme pas là, puis j'étais comme, j'avançais vers ce monde-là, disons, dans mon imaginaire. C'était vraiment dans ma tête. Puis à un moment donné, je suis arrivée là, il y avait je voyais 2 gardiens avec des genres de fourches, là. Puis à un moment donné, je suis venue pour avancer, puis ça m'a coupé le chemin. Puis là, j'étais pris là. J'étais pris. Là, j'ai dit à Pierre, il s'appelait Pierre, là. Là, j'ai écrit, j'ai dit, oh, là, ça va pas, là, je sais pas ce que je suis, puis je sais pas quoi faire. Il dit, oh, Nicole, ouvre la cam. Fait que j'ai ouvert ma caméra. Lui, avec ses mains, il a fait comme s'il me ramenait, disons. Puis là, pouf, je suis comme revenue dans le monde réel, là. Puis j'ai été, oh my God, j'ai été brûlée, mais fatiguée pendant une couple d'heures, là. Tu sais, c'est comme si... Je sais pas ce qui s'est passé. Lui, il me dit vraiment que j'ai été jusqu'à cette porte-là. C'est comme une décorporation, si on veut. C'est ça. Puis comme il me disait, lui, tout de suite après ça, là, il dit, garde, tu vas y aller dans ce monde-là, c'est officiel. Puis je suis retournée par après, tu sais, rendu ici à Québec.
Puis, suite à ça, il m'a dit, comme tu as été à la porte de là, ça veut dire que lui, il voyait automatiquement que j'écrirais des livres dans ma vie, c'est sûr. J'adorais déjà écrire. Lui, il dit, c'est sûr que ton imaginaire va se développer dans des livres. Puis comme il avait raison, tu sais, je suis rendue à 2 livres, j'en ai 2 en cours là, en plus, fait que il avait raison. Fait que c'est des expériences que j'ai vécues avant même d'arriver là-bas. Puis là-bas, ben là, j'en ai vécu plein. Bien, justement, le genre de... Tantôt, tu parlais parce que je t'ai comme coupé en te posant une question à savoir si c'était dans tes premières expériences. Tu dis que tu voyais une dame dans ta maison. Où est-ce que tu habitais? C'est une maison que tu louais, je présume? Non, c'est en Estrie. Ça, c'est en Estrie où j'étais... L'homme en question, il louait une maison. OK. Puis c'est une maison centenaire. OK. Puis dans la maison, je voyais souvent la femme, soit dans le passage du 2e étage, elle était habillée tout en blanc, comme presque une mariée, disons. Okay. Puis je l'ai vue souvent. Je l'ai vu dans le passage en haut. C'est à sa maison à lui, dans le fond, à ce monsieur-là? Non, il louait. Lui, il est en location aussi. Okay. Puis, il y a une femme, la mère de famille de l'homme qui louait la maison, qui était décédée dans cette maison-là. Fait qu'on tu sais, lui, il s'est dit, c'est sûrement elle. Puis, je l'ai vu dans le salon. Je l'ai vu à quelques reprises, là, ouais. Est-ce qu'elle te parlait? Non, elle me faisait toujours un beau sourire, puis elle disparaissait. Je sais pas, moi, je l'ai vu comme un ange gardien, disons. Tu sais, elle était comme là pour, comme je te dis, j'étais tellement vidée, là, j'en ai dormi, puis pleuré des jours, là. Puis, je me la prenais comme un ange gardien. Je l'ai vu souvent. Puis à un moment donné, ben d'autres expériences, j'ai vécu en Estrie. Je sais pas si tu vas en avoir d'autres. Ben oui, amène-en. OK. À un moment donné, c'est ça, j'étais à côté sur la fenêtre de salon. En avant de moi, c'était juste des montagnes. Puis là, ça commençait à être la brunante. Là. Tu sais, c'était pas noir, c'était pas clair. Puis Pierre est en train de faire le souper dans la cuisine qui était comme en arrière de moi. Dans la vitre, je voyais comme la lumière de la cuisine, disons. Puis là, plus ça allait, je pleurais, les larmes coulaient, puis tout ça. À un moment donné, c'est venu comme deux lumières. Comme si la lumière de la cuisine se doublait. Fait que là, je clignais des yeux. Ben là, c'est les larmes ou l'effet optique à cause des larmes puis la vitre. Mais là, plus je cliquais des yeux, puis plus je voyais la forme d'un visage, carrément dans la montagne. La montagne, elle faisait comme un... Tu sais, ça tombait, là, il y avait comme un trou entre les 2 montagnes, puis je voyais le visage là. Puis là, c'est venu clair, là. Ah, c'était beau, là, mais c'était comme aveuglant en même temps, tellement c'était clair, c'était très, très visible, le visage se formait. Puis ça m'a fait encore un sourire, puis là, pouf, c'est parti lentement. Puis là, lentement, j'ai revu juste une lumière de la cuisine. Là, Pierre, il s'est aperçu que j'avais quelque chose. Ça a duré, je te dirais, un bon 10 minutes au total. Sérieux, là. Après ça, j'ai été me coucher sur le divan. J'ai dormi 2 heures, mais comme j'avais jamais dormi, là, tu sais, c'était comme, waouh! Mais ça m'a épuisé. Ça m'a encore épuisé. Dès que je voyais des phénomènes comme ça m'épuisait énormément. Ouais. C'est intriguant, ça. Tu dis que c'était dans la montagne, mais ça peut-tu être en avant, mais qui donne l'impression que c'était dans la montagne, mais que c'était plus proche? Ben, peut-être. Ben, comme dans la vitre, mettons? Là. Non, c'était plus loin, là, quand même. Je le voyais vraiment comme, non, plus vers la montagne. Oui. C'est Puis moi, spécial, tu sais, je suis croyante, mais là, j'étais comme en rébellion parce que là, tu sais, bon, ça allait tellement mal dans ma vie, puis tout ça. J'étais tellement rendue morte psychologiquement, là. Fait que je me disais, tu sais, j'étais comme en rébellion contre lui en haut. Tu sais, moi, je dis tout le temps lui, là, ça peut être Dieu, appelle-le comme tu veux. Le barbu, là. C'est ça. Fait que, c'est ça. Moi, j'étais comme en rébellion. Puis là, je me suis dit, ben là, il est venu me montrer qu'il était là pour m'aider. C'est comme ça que moi, je l'ai vu. Okay. Puis, ça m'est arrivé aussi dans peut-être quelques mois après. À un moment donné, Pierre était parti au village, puis ça allait pas, tu sais, encore. J'ai été vraiment 1 an, là, vraiment à terre. Puis je regardais dans la fenêtre de mon bureau, de 2e étage. Il y avait plein de nuages, puis tu sais, c'était comme un beau coucher de soleil. Mais à un moment donné, dans un nuage, ça, je l'ai même en photo, là. J'aurais dû vous l'amener. J'ai vu dans un nuage comme la forme d'un homme de côté. Puis, mais tellement clair, là. Puis là, plus ça allait, tu sais, les nuages, ça bouge, là. Plus ça allait, plus je voyais ce nuage-là approcher, mais vraiment avec encore la forme de l'homme, là. Fait que, tu sais, je me suis dit, bon, il est encore là, tu sais. Fait que moi, tout de suite, c'est ce que j'ai vu, là, que, tu sais, c'était comme lui qui devait être là pour m'aider, là. Fait que ça a été toutes des expériences paranormales que, tu sais, qui m'a vraiment, wow. C'est comme si on prenait la nature, justement, pour s'exprimer, pour te montrer des images, puis ils se sont servis des nuages, dans le fond. Oui, carrément. Oui, puis j'avais plein de papillons qui me tournaient autour. Ça, ils disent que c'est souvent des esprits ou des morts. Gens décédés, oui, c'est ça. Puis j'avais beaucoup de papillons blancs.
Puis j'ai perdu un bébé à 7 mois de grossesse. Puis, en tout cas, une médium que je connaissais dans le temps, elle me disait que c'était mon fils qui était là. Elle dit, puis j'en avais plein, là, des fois, ça venait sur moi directement, là. Fait qu'elle me disait tout le temps que c'était Maxime qui était là, mon fils que j'ai perdu. Puis je le crois parce que, gars, j'en avais trop, là, tu sais, c'était comme pas normal, là, tu sais. Il disait qu'il y en avait vraiment plus que d'habitude. Fait que, en tout cas, c'est toutes des choses qui m'étaient arrivées là-bas en Estrie. Mais je sais qu'ils se servent de ça, justement, la nature, pour s'expliquer, s'exprimer, pour montrer qu'ils sont là. Ouais. Moi aussi, le phénomène des papillons, maintenant du jet bleu. Quand mon père est décédé, là, les jets bleus, on se ramasse dans le cimetière, puis on a un qui nous chante drette au-dessus de la tête, dans le seul arbre qu'il y avait en arrière de nous autres, puis... Mais cette espèce de jet bleu-là, il nous a comme suivis partout. Autant à la maison de mes parents, autant chez nous, autant chez ma sœur Hélène. Il y a tout le temps ça qui nous fait comme, bon, le père est là. J'ai tout le temps ce feeling-là. Puis les autres qui vont être trop terre-à-terre vont dire, on sait qu'il y a un oiseau, ça donne qu'il est là, puis ça... Rien Canadon, là. Ça dépend à qui t'en parle. Là, du côté des Autochtones, c'est quelque chose qui est totalement normal, les esprits dans les animaux. Ben, oui. Puis le moindrement que tu passes un peu de temps à te promener dans des boisés, dans des parcs, on peut très bien le voir là, que des fois, le comportement des animaux est assez élevé. Oui. Je suis déjà arrivé, pour avoir été à plusieurs reprises au Mont-Saint-Hilaire, aller me promener dans les sentiers. Des fois, on se fait suivre par une gang d'écureuils, puis eux autres, ils s'amusent, là. On se faisait même attaquer, là. Attaquer, façon de parler. Façon de parler, parce que, ils nous garochaient des petites affaires. Mais ils nous suivaient durant tout le parcours, puis ça a duré peut-être un bon 40-45 minutes, là. Donc, c'est pas un comportement... de l'illusion qu'on se fait des mammifères, des animaux, c'est plutôt un comportement qui est très similaire au nôtre. Là. C'est comme des enfants, une bande d'enfants là, qui, on va niaiser les touristes qui passent. Là. Hey, c'est comme tantôt, tu disais, Nicole, justement, quand tu filais pas, tu avais besoin de... comme moi, quand ça m'arrivait aussi, j'allais au fleuve. J'allais me réconforter au fleuve, surtout pour les couchers de soleil. Ou si j'avais une envie folle de me réénergiser, j'allais mettre les pieds dans le fleuve. Qu'il y ait de la chenoute dedans ou pas, je m'en sacrais. J'avais les pieds dedans, pareil. Oui, je suis déjà allée avec toi en plus. Oui, c'est vrai. C'est une façon de se grandir. Ça, c'est des choses que les gens ont moins tendance à faire, surtout quand ils vivent des mauvais moments. Juste le fait de se grandir, là. C'est enlever vos sneakers, enlever vos bas, là, puis pieds nus, là, aller marcher sur le gazon, même si c'est à garnotte, ça permet de vider les mauvaises énergies, là. Exactement. Ça, non, les arbres, ils disent, tu sais, un arbre, c'est vivant, tu vas le prendre dans tes bras, tu vas sentir son énergie, puis il va même t'en redonner. Oui, à Estrie, je l'ai vécu. Ça, il y avait deux gros arbres sur le terrain. Bien, il y en avait plus, là, mais il y en avait deux qui me tiraient. Puis j'ai fait comme tu as dit, là, justement. J'ai enlevé mes souliers. Moi, je me promenais de nu-pied. J'ai des photos, en tout cas, Carole a dû en voir, que j'avais l'air granole, tu sais. Oui. Avec la grande robe. Puis, tu sais, c'était ma période là, de tout ça. Puis, je me groundais, justement. Là. J'allais toucher à l'arbre. Puis là, je ressentais là, plein de choses là, de l'arbre. Là. Puis, nu-pied à côté. Fait que, tu sais, c'est ça, la nature. Puis, tu parlais des animaux. Exact. Oui, puis tu parlais des animaux. J'ai eu un premier chat quand je suis arrivée là-bas, qu'on a acheté dans un, comment t'appelles ça, SPCA. Puis le chat, à un moment donné, il est tombé malin. Puis je ne sais pas s'il a ressenti mes mauvaises énergies, parce que je filais pas. Il se couchait dans mon épaule, puis il avait la tête carrément couchée dans mon cou. Puis par deux fois, puis il dormait bien, là, il dormait dur. Par deux fois, il s'est réveillé, puis il m'a mordu la joue. Puis la deuxième fois, il m'a fait mal. Fait qu'on s'est débarrassé du chat parce qu'il me faisait peur. Puis pas longtemps après, quand je commençais à aller mieux, là, peut-être un an après, là, quand je commençais à aller mieux, il y a deux petits chats, il y avait une ferme là, sur le terrain, deux chats pareils, là, identiques, là, c'était deux petits gris, un mâle et une femelle. Ils passaient leur temps à venir sur notre balcon. Puis à un moment donné, on a décidé de les faire rentrer, on a commencé à les nourrir, tout ça. Puis j'en viens pas, le mâle, là, c'est comme si je le regardais là, dans les yeux, puis c'est comme si c'était mon père. C'est niaiseux, là. C'est niaiseux à dire, mais puis quand je suis déménagée de Chartierville, j'étais habité un petit bout à East Angus. On l'amenait avec nous, la femelle, à
parti, on l'a perdu de vue. Mais le mâle, on l'a amené, puis il venait coucher à mes pieds tout le temps. Il était tout le temps proche, là. Puis je le ressentais, là, regarde les yeux. Tu sais, on a tous les yeux verts dans la famille, puis le chat, il avait les yeux verts comme mon père, puis regarde. Ben, tu as déjà toi-même des yeux assez percutants, là. Ben, on a tous des yeux comme ça dans la famille. T'sais, les chats, c'est des types d'animaux qui sont une patte sur terre, une patte ailleurs. On ne sait pas trop où, là, mais... les chats, les chiens, les chevaux, surtout, sont très sensibles. Je dirais un peu moins les chiens, parce que pas que je veux dénigrer les chiens, là, mais les chiens sont, comment je pourrais dire ça, sont beaucoup plus émotifs, beaucoup plus câlins, centrés sur son maître. Tu sais, quand un chien est prêt à donner sa vie pour sauver son maître, tu sais, j'ai pas vu de nombreux cas où le chat, il va réagir dans une situation X, mais c'est pas le chat qui va donner sa vie pour son maître, là. Non, mais le chat, c'est vrai qu'il... Mais le chien, moi, honnêtement, je suis allergique aux chats, puis je les trouve hypocrites par moment, là, parce qu'ils ne peuvent pas venir. Le premier que j'ai eu, il était hypocrite. Mais sauf que, par contre, quand il arrive quelque chose, ils sont là. Eux autres, ils voient ce qu'on voit pas. Oui. Tu sais, je te rappelle qu'au niveau du Japon, ça fait longtemps que des programmes gouvernementaux utilisent des animaux pour détecter les tremblements de terre avant qu'ils subviennent. Tu sais, ils vont avoir un bon 6, 8, 10 heures d'avance. Hey, mais les chiens le font, ça, par exemple. Oui, ben c'est ça. C'est des chiens, des chats qui ont été entraînés spécialement pour ça, puis sont dans le fond... je suis en train de perdre mon mot, sont envoyés un petit peu partout à travers le Japon dans des familles qui sont payées pour ça, pour les surveiller. Fait que du moment que l'animal commence à avoir un comportement bizarre, c'est automatique, il saute sur le téléphone puis appelle de suite, là. Donc, ça se peut qu'il y ait un tremblement de terre qui s'en vienne. Fait que les préparatifs ont déjà commencé d'avance. Oui, ça, c'est des choses qui sont utilisées de ce côté-là. Tu sais, des fois, on considère qu'on est super en avance parce qu'on habite au Canada, au Québec, on est à côté des États-Unis. Oui, on a moins un peu de tremblements de terre, mais quoi qu'on en a pareil. Oui, on en a pareil. Sauf que, tu sais, il y a des endroits où il y a des choses qui ont été acceptées parce qu'ils ont été observées, parce que c'est utilisé depuis des nombreuses années, puis ça n'a pas été mis de côté parce que l'Internet est arrivé, là. Okay, tu comprends, tu sais, quand la façon fonctionne, pourquoi tu vas le changer, là? Jusqu'à preuve du contraire qu'on a quelque chose de mieux, ben pourquoi tu vas l'éliminer? Puis faire juste des essais avec des technologies. Ouais. Hey, on va devoir aller à une courte pause et on va revenir tout de suite après parce que là, j'ai tellement de questions à te poser, Nicole, même si je connais de quoi tu vas parler. J'ai tellement de choses à te dire. Mais restez là, on va revenir tout de suite après. De retour en studio et je veux faire une mise à jour sur ce que j'ai dit tantôt parce que mon boss m'a envoyé un texto pour me dire, d'ailleurs que je salue Guillaume, qui a reçu un message d'un auditeur qui dit qu'il écoute l'émission en ce moment puis que il dit que je devrais pas me servir de pointeur laser et blablabla et des F-18 puis tout le kit, mais je vais juste faire une notification. Les pointeurs laser, je ne les pointe pas vers les avions et c'est interdit, en effet. Et de toute façon, un pilote qui détecte qu'un laser s'est pointé sur lui, il donne la direction où est-ce que c'est. Ils sont capables de nous retrouver. Exact. Je suis pas assez cave pour pointer un avion et je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais non plus parce qu'un pointeur laser, c'est gros comme une petite crotte de nez, mais rendu en l'air, c'est à peu près 12 pouces à 24 pouces de diamètre. Exact. C'est très aveuglant. Mais non, je ne ferai jamais une chose dans ce genre-là, si ça peut rassurer l'auditeur qui a écrit à mon boss pour le dire, là. Mm-hmm. Non, effectivement, quand j'ai pointé les sources lumineuses qu'on voyait, c'était à l'horizon et à la hauteur du sol. Et non dans le ciel. Et c'est pour ça que je veux le spécifier. Jamais je vais pointer ça ni dans le visage de quelqu'un, ni vis-à-vis un avion. Et effectivement, je suis pas dans une zone non plus où oui, il y a un passage où les avions, un corridor aérien au-dessus de chez nous. Jamais je vais faire ça. Si ça peut vous rassurer, je m'en sers intelligemment et pour des raisons
principales. Sinon, dans l'affirmation qui a été faite. Oui, il parle des F-18 aussi. Je veux juste revenir un petit peu aussi du côté de la réglementation, là, parce que il y a une réglementation, puis on est au courant. Là, avant de servir d'un équipement, il y a des notices qui sont sur les équipements. Là. Puis il y en a aussi le jugement de chacun, comme Carole mentionnait. Sinon, au niveau de la réglementation, les lasers sont illégaux, oui, au-dessus d'1 milliwatt dans les zones publiques des municipalités dans les régions du Grand Montréal, Grand Toronto et Grand Vancouver. Ce sont les seuls endroits où c'est illégal, prohibé. Ou près d'un aéroport comme à Québec. Oui, aussi. Exactement. Donc, le dernier point est dans un rayon de 10 km de tout aéroport et des héliports certifiés. De toute façon, je remercie l'auditeur de l'avoir dit parce que ça me permet d'expliquer exactement. Ce qu'on fait avec ça. Nous, moi, je ne pointe pas ça de même. Les aéroports, c'est pas tous les aéroports qui sont certifiés. Premièrement. Ça, faut aller vérifier. Mais dans les secteurs où on s'en sert, c'est les secteurs où on est safe. Si on n'est pas dans un secteur où on n'est pas safe, on les utilisera pas. Mais on sert notre tête là, avant d'utiliser de nouveaux équipements. Oui. En plus, puis il parle aussi des F-18 qui se promènent Bagotville. Ça, là-dessus, je peux vous assurer aussi qu'il y en a excessivement beaucoup ces temps-ci. Oui. Ce n'est pas seulement dans le temps de COVID. M'explique qu'est-ce que tu m'as dit durant la pause. C'est que pour chaque pays, on surveille nos espaces aériens de façon militaire. Fait que c'est automatique qu'il va y avoir plus qu'un F-18 qui se promène dans les airs, juste en question de surveillance. Ça, c'est relayé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y en a tout le temps. Donc, c'est normal qu'on va voir encore des F-18 atterrir à Bagotville. C'est un port d'attache, puis il fait sa job journalière. C'est pas toujours la même pilote, mais il y a toujours des avions dans les airs de l'armée canadienne. Et je peux confirmer aussi que des hélicoptères noirs, il y en a beaucoup dans notre secteur aussi ces derniers temps. Et partout où est-ce que, justement, on a vu des trucs des lumières en question. Et dans le secteur Lobinière, ça passe et ça se promène au-dessus des boisés. Peut-être qu'ils sont en exercice, les hélicoptères aussi. Peut-être aussi qu'ils font de la surveillance dans un lieu X parce qu'il se passe quelque chose aussi. Ça aussi, c'est possible. Je veux juste le mentionner parce que la veille, donc le 5 octobre dernier, il y en a passé durant la nuit. C'est rare qu'ils sortent la nuit. Mais là, on les entendait clairement. Quand les vitres de ta maison shake parce que... Ils sont assez bas aussi. Mais ils longeaient le fleuve. Moi, ma maison n'est pas en bordure du fleuve, mais elle est quand même tout près. Mais je peux vous dire qu'on les entend très clairement. Parce que pour que les vitres ils shake, là, c'est parce que peut-être qu'ils veulent être à une altitude hors de portée radar. Oui, aussi. Mais surtout quand c'est des noirs en plus. Ouais. Et je sais qu'ils ont survolé le secteur où est-ce qu'il y a eu des signalements cette semaine et la semaine dernière au même endroit ou presque au même endroit. Mais là, cette semaine, c'était différent. Ça partait, c'était un peu semblable au même endroit, mais un peu plus vers la droite pour nous autres, là, qui observaient de l'autre côté du fleuve. Et ça s'en allait vers Québec. Mais ce que je confirme aussi à cet auditeur qui a écrit à Guillaume, c'est que j'ai contacté l'armée canadienne. J'ai contacté l'armée à la base militaire de Valcartier. T'as pas tort dans un certain sens aussi, là, parce qu'au bout de la ligne, eux autres, ils font référence au NORAD, que le Canada et le Mexique font partie du NORAD. Oui, c'est ça aussi. Mais tu sais, ça n'empêche pas que les pratiques militaires en terre, en boisé ou en peu importe, ils en font pas depuis le temps de la COVID. C'est ce que le personnage à qui j'ai parlé, je nommerai pas son nom parce que je vais garder quand même son anonymat. C'est un contact que j'ai là avec la base militaire, puis je veux pas le stouler, comme on dit, puis ni mettre dans la merde. Mais lui me confirme que depuis la COVID, il n'y a aucun exercice qui se font à l'extérieur de la base militaire. Exact. Ça, c'est de source sûre, ce que je vous dis là. Je compte pas de menterie, là. C'est vraiment c'est cela. Surtout ici à Québec, là, où les zones de circulation des véhicules, on peut les voir assez facilement. Là. On le voit là, qu'il ne se passe rien. Oui, mais les avions de chasse ou c'est comme les F-18 ou les hélicoptères, c'est pas la même chose. Non, c'est Moi, ça. je parle d'un exercice au sol. Oui. C'est ceux-là qui sont surtout dans la base, sur les terrains de la base militaire. Exact. C'est tout.
Je sens que ma mise à jour est faite. Merci à cet auditeur, encore une fois, de nous avoir écrit, d'avoir écrit à mon boss, parce que lui, il m'envoie aussi par texto ce que vous avez fait pour que je fasse. Mais ça me permet de vous expliquer vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Mais, soit dit en passant, ceux qui veulent communiquer avec nous, exactement, poser des questions du côté de la page web, pas la page web, mais de la page Facebook de Zone Parallèle. Sinon, vous pouvez nous envoyer vos questions par SMS du côté texto, donc au 581-500-1196. Et c'est ça, du côté texto, on a reçu nos bonjours de Denise. Mais sinon, du côté de la page Facebook, il y a quand même pas mal de bonjours et de questions qui sont rentrées. J'ai pris la peine d'envoyer les premiers liens que nous a été fournis pour notre invité. Oui, justement, parce qu'elle nous a envoyé des liens de quoi qu'elle parle aujourd'hui, de ce qu'elle va nous parler. Donc, Nicole, tantôt, on a parlé de l'Estrie. Tu as resté là combien de temps en Estrie? En Estrie, au total, environ 3 ans. En montagne, environ presque 2 ans. C'est ça, dans le fond, qui t'a fait revivre? Oui, ma première résurrection, ça a été là, oui. Quand je suis partie de là, j'étais plus vivante, disons, plus en shape, là. Fait qu'on est retourné vers la civilisation, comme je dis toujours. Fait qu'on est retourné dans un village que, tu sais, bon, ça bougeait plus, là. Parce que où j'étais, il y avait comme 300 habitants, tu sais, c'était vraiment un petit village. Puis j'étais là 3 ans, mais pendant ce temps-là aussi, j'ai fait même de la régressothérapie. J'ai fait aussi voir à l'intérieur des personnes. Ça, je capotais, là. Je voyais carrément à l'intérieur de Pierre, là. Okay. Je voyais la lumière, je voyais les os, je voyais vraiment l'intérieur. T'es plus, là. Oui, sérieux? Sérieux, je t'ai jamais conté ça? J'aime ça, ce que tu dis là. Oui. Oui, non, mais que t'as fait quoi pour voir ça? Je ne sais pas. Le temps que j'étais là, il y a énormément de dons qui ont sorti. Moi, je dis des dons, mais plein d'expériences, disons, que j'ai vécues, dont voir l'intérieur, puis la télépathie, ça, je l'ai fait beaucoup là-bas, puis il me prouvait que je faisais vraiment de la télépathie, parce qu'il écrivait quelque chose qu'il regardait dans la pièce, mettons, il l'écrivait sur un papier, puis ça prenait 2-3 secondes, puis je disais à quoi qu'il pensait. Puis là, suite à ça, c'est ça, à un moment donné, on discutait beaucoup à la table. Puis à un moment donné, j'ai commencé à voir comme très, très lumineux, encore une fois. Puis là, je demandais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu sais, je voyais vraiment, là, j'avais de la misère à voir vraiment ce que je voyais, la lumière. Puis là, plus ça allait, plus j'allais comme dans lui. C'est bizarre à exprimer, là. C'est dur à expliquer aussi. C'est que je voyais vraiment en lui, comme si je voyais l'aura, mais à l'intérieur de lui. Tu sais, c'est bizarre. J'ai jamais vu l'aura à l'extérieur, juste à l'intérieur. Puis je voyais vraiment en blanc. Tu sais, moi, tu sais que je crois beaucoup aux êtres de lumière, puis bon, tout ça. Puis lui, je pensais que c'en était un, parce que, mettons, je te dirais, la première année, ça a pris peut-être 6 mois avant que je vive ces expériences-là. Là. Mais en dernier, une journée, tu sais, je voyais vraiment encore, on parlait, puis je voyais l'intérieur, là, carrément. Mais à un moment donné, j'ai vu, pouf, un point noir à l'intérieur de lui. Là, ça m'a comme reculé, là, parce que je dis, oh, là, c'est pas juste un être de lumière, il y a autre chose à cacher en arrière. Puis quand j'ai osé dire ça, là, oups, il s'est levé, puis il n'a pas aimé ça, là. Mais oui, je voyais vraiment, mais je l'ai expérimenté juste avec lui, par contre. Tu sais, je n'osais pas l'expérimenter avec d'autres, là. Est-ce que ça te prenait de la concentration pour voir ça, ou ça venait comme ça? Ça venait comme ça. Est-ce que tu as déjà essayé de l'expérimenter sur quelqu'un d'autre? Oui, depuis, mais c'est parce que, tu sais, mon expérience avec lui en Estrie a mal terminé. Il a disparu dans Brême, il m'a laissé avec un appartement que je pouvais pas payer seul, tu sais, bon. Fait que ça a mal fini. Fait que moi, je me suis coupée. J'ai coupé tout ce que je pouvais vivre, la télépathie, de la régresso, comme je te dis, même le magnétisme. Ça, j'ai recommencé à en faire. Fait que tout ça, j'ai coupé ça. Fait que là, j'ai recommencé, je te dirais, depuis peut-être 1 an environ, que j'ai recommencé à avoir plus de feeling comme ça, là, des choses bizarres, puis voir des petits ombres noires, c'est comme tout le temps des présages de choses négatives qui vont arriver, soit à moi ou à d'autres. Fait que plein d'expériences comme ça qui se redéveloppent, là, comme c'est là, que j'ai vécu en Estrie. OK. Est-ce que tu as une connaissance sur la signification des oiseaux, des animaux qui nous entourent? Non. Donc, parce que j'ai une question qui vient d'une auditrice, Marie-Josée, qui demande si la signification d'une corneille particulière. Mais moi, j'ai entendu dire que ça pouvait être un genre de guide, si on veut,
pour nous avertir de quelque chose. Oui, c'est ça, comme je disais, comme mes petites zones noires que je vois de temps en temps, là. Oui. C'est souvent un mauvais présage. Puis ils disent que les corneilles, c'est surtout ça aussi. Ça serait un mauvais présage. Ben, l'oiseau de malheur, comme on dit, qu'on voit dans les films, là. De mon côté, c'est plus un messager, là, la corneille. Là. Pas nécessairement que c'est un mauvais présage, mais il y a toujours... Non, c'est ça. En tout cas, dans le côté ésotérique, les choses que moi j'ai vues, tu sais, le corbeau, la corneille, c'est des messagers. Okay. Ben, c'est pas des... Je dirais pas que tu me créeras pas, parce que je sais que tu vas me croire. Ben, ça dépend. Je crée pas tout parce que tu me le dis, là. Hey, t'es long même. C'est l'histoire de pêche. Oui, Brathwaite. Mais sérieusement, à un moment donné, je m'en venais à la station ici. Ça, c'est arrivé pas cet été. C'est l'été passé. En tout cas, pas l'été, mais l'automne. Anyway, j'avais un bébé corneille de poignée sur mon terrain, puis il me criait après tout le temps. Je disais, qu'est-ce qu'il y a là? Puis il avait pas peur, là, puis il me regardait avec sa bouche grande ouverte, puis là, je me suis dit, puis il arrêtait pas de me regarder. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, mais t'as donc bien l'air, un bébé, c'est pas beau, hein? C'est pas beau, un bébé corneille. C'est parce que ça a comme il a l'air d'un punk, là, tu sais, les plumes, c'était là. Mais je dis, c'est pas beau, c'est pas fin ce que je dis. Non, c'est beau, un oiseau. Que ce soit, peu importe, là, c'est le look punk qu'il y avait, c'était ça a l'air d'un lever de lendemain de veille. Ça, carrément, ça avait de l'air, c'était un peu freakant. J'osais pas trop l'approcher, puis à un moment donné, plus je l'approchais, et plus je me sentais comme... Ben voyons, je parlais, là, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as à me crier après? Tu cherches-tu quelque chose? C'est quoi tu veux? Veux-tu me dire quelque chose? Puis arrêtais pas de me crier en me regardant tout le temps. Au lieu de... Je suis pas ta mère, là. Je sais pas si tu cherches ta mère, mais c'est pas moi, là. Mais par contre, j'ai retenu l'idée que ça et le fait que c'est des signes qu'on peut avoir. Et quand je me suis envenue à la station, j'ai failli à quelques poils près de faire un accident. C'est comme s'il m'avait prévenu, ou le fait qu'il me parle, c'est comme s'il me retardait pour que je parte un peu plus tard. Oui. De quelques secondes ou quelques minutes plus tard. Je l'ai interprété comme ça, parce que ça a fait mon affaire de l'interpréter comme ça. Mais j'étais à deux poils de vraiment y passer là, sur la route 20. Là. Puis je me suis dit, c'est après coup, j'ai allumé. En revenant, j'ai fait tabarouette... J'ai eu un contact avec cet oiseau-là qui n'est jamais revenu sur mon terrain d'ailleurs. Mais ce matin-là, c'est comme s'il me prévenait quelque chose, un oiseau de malheur, comme tu dis, comme s'il me prévenait que quelque chose allait arriver. Comme certains disent, il n'y a rien qui arrive pas à rien. Non, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de c'est toujours des choses qui sont là pour nous amener à l'endroit où on doit se trouver dans notre réalité. Oui. Mais tu vois, pour certains d'autres aussi, c'est la corneille est plus positif, comme Gracielle qui dit que la corneille ou le corbeau, pour moi, c'est un messager d'ouvrir son cœur. C'est possible. Quand tu veux écouter, mais sauf que moi, c'est comme pour me prévenir qu'il arriverait quelque chose. Moi, je l'ai vu comme ça. Mais on a chacun nos croyances, hein? Chacun nos perceptions. Ça dépend beaucoup de notre vécu, de plein de choses aussi. Il y a une madame scientifique qui s'intéresse aux animaux, puis elle communique par télépathie avec les animaux. Il y a eu des reportages qui ont même passé à National Geographic. Celui que j'avais regardé dans les documentaires, elle s'était occupée d'une panthère du nom de Diablo. En communiquant avec la panthère, il a été déplacé de plusieurs zoos, ce que il a été pas abusé, mais ils s'en sont servis, c'était un animal dans un zoo. Là, il était transféré dans un endroit où il pouvait, dans le fond, finir ses jours, un endroit où on ne lui demande rien, c'est juste pour finir ses jours. Puis, la personne communiquait avec cet animal-là pour être capable de savoir pourquoi il ne voulait pas sortir de sa cage, de s'intégrer, et ainsi de suite. Donc, tu sais, il n'y a pas juste une question de croyance, il y a des gens qui le font pour de vrai, là. Oui, c'est sûr. Puis si je veux revenir à ton cheminement. Oui. Justement, parlant de cheminement, tu as suivi des formations, toi, avec tout, qu'est-ce que tu as vécu? Tu as dû faire 1+1 un peu, là, il
il y a quelque chose, je veux en savoir plus ou je sais pas. Oui, bien, c'est sûr que quand je suis partie de l'Estrie, à un moment donné, j'ai comme retombé. Tu sais, j'avais pas encore guéri tout ce que j'avais à guérir à l'intérieur. Okay. Fait que je suis allée à plusieurs formations, genre à Kakuna, c'est le Cénacle de Kakuna. C'est des agapé-thérapies qui appellent ça. J'ai donné le lien, je sais pas s'il va pouvoir le mettre. Ça s'en vient dans quelques instants. C'est fait par la religion. Ça, je savais pas quand je suis allée au début. La fille a passé sur mon Facebook il y a pas longtemps, là, mais on dirait qu'elle était là pour ça, pour me dire, va là. Puis je suis allée deux années d'affilée même. Ça, tu vas vraiment chercher de ta naissance, même ta pré-naissance jusqu'à aujourd'hui. Puis la première fois, j'ai pleuré. C'est juste du pardon. Tu fais du pardon au courant au fil de ta vie, là. Mm-hmm. Puis la deuxième année, ben, j'ai moins pleuré, mais j'ai plus pardonné. Tu sais, c'était vraiment intense, là, à l'intérieur. J'ai suivi aussi une formation avec Jean-Jacques Crèvecoeur, qui est très contesté présentement avec le COVID, là. Mm-hmm. Mais pour ces formations, ça s'appelle l'Académie de la vie en mouvement. Puis lui, ça dure 18 mois, la formation, mais j'ai pas fait tous les modules parce qu'après 4 modules de 7 semaines, si je me trompe pas, j'ai été chercher beaucoup de bébites en dedans, là. Ça a été puissant, ça aussi. J'ai été guérir des blessures intérieures. Puis c'est cette formation-là, dans le fond, qui m'a vraiment aidée, là, mais pas à peu près. J'ai fait des pardons qui viennent de loin, là, tu sais, qui viennent de mon enfance. Puis, fait que j'ai guéri énormément de choses avec sa formation à lui, qui donne encore, d'ailleurs, là, tu sais, il faut que tu payes, bon, tout ça, c'est sûr. J'ai fait aussi les 16 semaines de relations d'aide, le cours de relations d'aide à la Maison de la famille, où je fais du bénévolat. Là, j'en fais pas pour l'instant, mais j'en ai fait beaucoup. Puis le cheminement aussi, ben c'est ça, c'est au fil de la vie. Tu sais, t'apprends, comme tu dis, on fouille, on va chercher les bébites, mais on apprend à travers ça aussi, là. Tu sais, comme je parlais, si je serais pas résiliente, je serais pas là aujourd'hui, là. Tu sais, avec tout ce que j'ai vécu, côté santé et tout ça. Puis événements aussi, là. Tu sais, j'ai perdu des appartes, garde. J'ai été... je me suis bafouée aussi, puis j'ai été bafouée par la vie. Fait que si j'aurais pas de résilience, là, je serais plus là aujourd'hui. Non, c'est clair. Moi, je sais ce que tu as vécu dans le temps. Je me souviens de toutes ces périodes-là c'était épouvantable, là. À quel point quelqu'un pouvait... Voyons donc, encore. Oui, surtout depuis 2010, là, l'histoire de ma mère. Question comme ça. Ouais. Est-ce que tu changerais toute l'expérience que tu as vécue pour une belle vie toute rose de milliardaire? Non, justement, non. Parce que ça fait la femme que je suis aujourd'hui. Puis je me sens tellement maintenant, là, je te dirais depuis 1 an, là, je me sens tellement sereine à l'intérieur. OK, j'ai vécu encore des mauvaises expériences, tu sais, comme l'opération, mon frère qui est décédé, mais à part ces expériences-là, je me sens zen en dedans, là. Avant, là, dans ma famille, on était comme beaucoup en chicane, puis bon, j'étais en chicane beaucoup avec une de mes sœurs, puis... Mais maintenant, là, non, j'en veux plus de chicane. Tu sais, avec cette sœur-là, j'ai fait la paix. J'ai fait la paix avec plein de monde dans ma vie, puis de ma vie passée. Tu n'as pas besoin des fois de parler aux personnes, tu sais, pour faire la paix en dedans de toi, les pardons et tout ça. Exact. Fait que non, je ne changerais rien, mais absolument rien, là. Il fallait que ça se fasse. Il fallait que ça se fasse. Oui. Comme tu disais tantôt, il n'y a rien qui arrive pour rien. Non, c'est ça. Fait que ma vie a été comme ça. Tu sais, je dis, côté santé, j'ai la génétique, je suis les traces de ma mère. Là, il y a des fois que ça me décourage un peu, tu sais, parce que j'ai beaucoup de problèmes de santé, mais je me dis, là, j'écris beaucoup pour sortir tout ce que j'ai en dedans. Parce que si tu n'écris pas, à un moment donné, ça se bouscule, là. Puis là, tu gardes tout ça en dedans, puis ça te réintoxique, dans le fond, tu sais. Fait que les techniques que j'ai appris, puis que je montre maintenant, j'ai fait des ateliers à Maison de la famille, j'ai fait des ateliers à l'Association de fibromyalgie. C'est toi qui donnais les ateliers aussi? Oui, c'est moi qui donnais les ateliers. J'ai fait, j'ai un cartable, là, avec toutes les techniques que j'ai apprises, que j'ai élaboré en atelier. Fait que je peux donner aux gens. Ça fait quand même évaporer certaines choses dans les gens qui en ont besoin. Tout compris. Toi, il n'y a rien pour rien. Non, c'est ça. Tous les mots sont importants. Tous les mots, c'est ça. Fait que oui, le cheminement, les ateliers que je donne maintenant, c'est vraiment de mon cru, disons. Puis tu sais, il y en a qui me disent, tu n'as pas de formation académique. La meilleure formation pour moi, c'est la vie.
Oui. Pour moi, c'est la vie. Ah, il n'y a rien de mieux que le vécu. Sinon, comme je me plais à dire, tu sais, le premier gars qui a inventé la roue, il n'a pas été à l'université avant. C'est ça. C'est une question de pratico-pratique. À un moment donné, on en vient avec l'idée... Oui, c'est pas parce que tu as un diplôme au mur que tu es meilleur, que ce soit dans n'importe quoi. Tu sais, le Reiki, le ci, puis le ça, les psychologues. Tout est une question d'intention, tu sais, puis c'est quoi l'énergie qu'on y met? Ah, mais il y a une affaire que je vais dire. Tu viens de dire en plein ce que je dis toujours. Tout est dans l'intention. Et il y a une affaire que je vais dire. Quelqu'un qui va à l'université puis qui étudie dans une chose X principale, il est comme ça, avec des œillères, il va étudier comme ça. Il ne voit pas ce qu'il y a autour, là. Oui. C'est beau avoir un diplôme, comme tu dis. Je dis pas que ceux qui ont fait l'université, ils sont pas... C'est pas une règle générale, là. C'est pas une règle générale. Il y en a là, qui sont très, très, très ouverts d'esprit. Exact. Et non, ils n'en parleront pas de façon publique. Non, c'est quand tu les connais intimement, ben oui, ils vont te parler de ces sujets-là. Oui, ils vont appliquer ce qu'ils ont appris au niveau universitaire pour s'intéresser à ces sujets-là. Oui, puis il y en a qui ont l'intention oui, exactement, de vouloir faire du bien. Exactement. Tu sais, c'est un diplôme, c'est un outil. Tu sais, c'est de la façon que tu t'en sers. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui sait beaucoup de choses. S'il n'est pas intelligent pour savoir appliquer ce qu'il a appris, ben, t'es juste une grosse bibliothèque. Justement, oui. C'est pour ça que je me dis, moi, que tout, comme tu dis, tout est dans les intentions. Fait que, tu sais, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris, tout le bagage que j'ai, là, ben là, je suis prête maintenant, tu sais, je l'offre en atelier. Là, je vais commencer de la relation d'aide, mais, tu sais, par moi-même, parce qu'il y en a beaucoup, tu sais, qui se fait gratuitement, disons, à travers les maisons de la famille et tout ça. Mais moi, j'aime pas juste donner de la relation d'aide, de l'écoute active, disons. Moi, j'aime donner aussi des techniques, tu sais. Je veux dire, t'as bien beau écouter quelqu'un, tu t'en vas dans le bureau d'un psychologue, exemple, mais qu'il fait juste écouter pendant 1 heure. Qu'est-ce que tu as appris de plus? Rien. Tu t'es défoulé, oui, mais tu peux te défouler en écrivant, là, ou tu peux te défouler en criant ou quoi que ce soit. Mais moi, j'aime la relation d'aide, mais de vouloir donner quelque chose, tu sais, là, pour des techniques, là. Qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu vis? Tu sais, il y a plein de choses différentes que tu peux faire, mais c'est ça, si tu vas juste parler, tu soignes. Non, c'est ça. Ben, aider les gens, c'est pas aussi aisé, puis il y a plusieurs façons d'aider les gens. C'est ça. C'est pas toujours en leur donnant tout cuit dans le bec qu'on va aider nécessairement la personne, mais en dotant des outils. Puis pour l'avoir fait à quelques reprises, de tenter d'aider certaines personnes, c'est pas tout le monde qui a envie d'être aidé. Non, justement. Tout le monde est prêt à crier à l'aide, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à accepter l'aide. En plein ça. Tu sais, comme je dis tout le temps, tu peux amener un cheval à l'abreuvoir, mais tu peux pas le forcer à boire. Non, exactement. Fait que c'est sûr, tu vas selon les personnes aussi. Exact. C'est sûr, chaque personne, c'est unique, son vécu. Puis il y en a, malheureusement, mais il y en a beaucoup quand même, là, qui aiment se plaindre. On dirait qu'ils sont bien là-dedans. Ils sont bien là-dedans. Tu sais, fait que dans ce temps-là, oublie ça, tu peux pas les aider. Là. Non, mais ces personnes-là, c'est parce qu'ils ont besoin de se faire dire pauvre petit. Ben, c'est ça. Ou pauvre chou, pauvre chouette, peu importe. Là. Mais il y en a qui sont bien là-dedans, sauf que malheureusement, ils sont malheureux dans ce temps-là. Ben oui, ils sont malheureux. Ils restent dans leur malheur. Mais encore là, s'ils n'ont pas l'intention d'aller mieux, ben ils iront jamais mieux, tu sais. C'est comme si je dis n'importe quoi. Il y a des étapes manquantes, là. Il faut qu'ils reconnaissent déjà. Tu sais, dans la majorité des cas, je veux pas en faire encore là une règle générale, mais dans la majorité des cas, très souvent, c'est nous autres mêmes le problème. Pour pas dire que c'est tout le temps la même chose, c'est nous autres mêmes, notre vision de la façon qu'on voit les choses. Des fois, ce qu'on voit, on le voit mauvais, mais c'est parce qu'en réalité, c'est nous autres qui les yeux encore tout crottés puis on voit pas bien la réalité. Là. C'est comme quand on dit ça arrête pas de bien aller. Mais justement, parce que moi, je vois que qu'est-ce qui nous arrive, ça arrive pas pour rien. Mais ça n'arrête pas de bien aller, pareil, parce que je veux pas m'apitoyer sur ce qui s'en vient. Quand j'entends ça, là, ça n'arrête pas de bien aller, là. Ça sonne tellement dans ma tête que c'est totalement l'inverse. Ça va vraiment pas bien, tes affaires. Puis t'es à veille de t'en faire puis en tomber. Non, moi, je le dis pas dans ce sens-là. Non, mais pour les gens de l'avoir déjà entendu, là, c'est... Très souvent, ça me résonne comme ça dans ma tête. OK. Ben pas de ma part. Moi, je sais qu'est-ce que je vis. Je vais avoir une claque dans l'oreille de la tête. Ben, je dois l'avoir mérité à quelque part. Il y a quelque chose qui veut me dire, réveille, là. Il y a quelque chose à côté, puis
Tu vois pas, ouvre tes yeux, il y a quelque chose. Non, c'est ça. Oui, c'est sûr. Puis comme encore là, c'est encore là une question d'intention. Tu sais, les gens se disent ça n'arrête pas de bien aller, mais qu'en arrière, c'est juste une carapace, là. Oui. Tu sais, qu'en arrière, qu'ils veulent pas que ça aille bien, mais ils se le mettent dans la tête. Mais d'un autre côté, tu peux avoir le leitmotiv. Les leitmotivs, tu dois connaître ça aussi. C'est des phrases que tu répètes souvent, que tu te mets un peu partout. Ouais, ça m'a beaucoup aidé en estrie, là. Ça, je crois au pouvoir des leitmotivs, moi. Puis encore là, si tu te le mets, là, tu sais, tous les matins, tu le lis, cette phrase-là, ben ça va aider aussi. Pour ma part, je suis plus sadomaso. Il est plus sadomaso, ben oui. Ben, c'est parce que des fois, la douleur est très révélatrice. Oui, ben oui, c'est ça. Tu sais, pour moi, de la façon que je conçois les choses, quand ça va bien, on n'apprend rien. Puis c'est quand ça va mal qu'on apprend bien des choses. Tu sais, pas sur ce qui nous entoure, mais sur son soi-même. Ah ben oui, ça c'est sûr, c'est officiel. Parce que c'est l'aspect le plus important. On est là pour ça, pour apprendre à se connaître. Oui. Puis tu sais, tu disais comme... moi, il y a un mot que je déteste dans le cheminement, c'est évoluer. Pour moi, évoluer, c'est être plus haut que d'autres. Tu sais, c'est monter. Fait que moi, le mot évoluer, j'aime pas ça. Pour moi, c'est cheminer. Fait que pour moi, il n'y a pas personne, comme on disait tantôt, c'est pas parce que tu as un diplôme que tu es meilleur qu'un autre. C'est pas parce que tu as le cours de Reiki que tu as plus de dons. Non, c'est ça. Fait que pour moi, là, tout est dans le cheminement. Il n'y a pas personne, tu sais, comme justement dans le Reiki, plus tu as de l'argent, bien, plus tu peux monter en grade, tu comprends? Mais parce que tu peux être maître Reiki et compagnie, là. Fait que c'est ça. Pour moi, non, c'est vraiment, tout le monde est égal, puis tout le monde a des dons, tout le monde a un vécu, justement, qui peut des fois aider les autres, tu sais. Mais il faut le vouloir. Une belle capacité. Je dirais plutôt capacité qu'un don, parce que tout le monde peut l'avoir, c'est juste que faut savoir l'utiliser. Il faut savoir s'écouter aussi. Je dirais même plus, comme me disaient les deux frères dans les Tintins, là. Tout le monde a exactement les mêmes capacités. C'est pas tout le monde qui en est conscient, puis à quel degré qu'ils sont conscients de leurs capacités. Parce que, tu sais, il y a des fois, j'entends parler des gens qui ont zéro connaissance en ésotérisme, en ci, en ça, name it. Puis, ils ont quand même les choses qu'ils ont à dire, c'est très ésotérique, là. C'est des choses très profondes. Puis on peut étudier là-dedans. Là. C'est pas des sujets qui leur intéressent, mais ils sont comme ça quand même. Oui. On va devoir aller à une dernière pause parce que l'émission, ça avance vite, hein? Même pas. Je suis sûre que j'ai même pas le temps de poser. Pas grave. On va aller à la pause, mais on vous revient tout de suite après. N'oubliez pas ceux qui ont des questions ou des commentaires. Steve. Du côté SMS au 581-500-1196, sinon du côté de la page Facebook de Zone Parallèle. On revient tout de suite après. De retour en studio avec mon amie Nicole Gory. Et Nicole, tantôt on a parlé de ton livre sur les traces d'Anaël. Il t'en reste, hein, ceux qui veulent... Oui. Parce qu'en général, dans ton livre, ils s'attendent à quoi, les gens qui veulent acheter ton livre? Ben c'est ça. Comme j'expliquais, c'est mon cheminement, mon vécu, de ma naissance à 2008, disons. Puis ensuite, suite à ça, j'ai amené des techniques que j'ai apprises en estrie, des techniques simples, faciles. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des techniques que je montre autrement, parce que on évolue, on chemine. On chemine, puis nos idées changent aussi. Ouais. Fait qu'il y a certaines techniques dans ça qu'aujourd'hui, tu sais, je les vois autrement. Mais en général, mon livre, c'est ça. C'est vraiment la fin, c'est toutes les techniques que j'ai apprises en estrie, la technique du pardon, il y a le pouvoir des leitmotifs, comme je disais tantôt, tout ça. Là, il y a plusieurs techniques dans mon livre. Puis, je l'avais fait éditer, puis là, il m'en reste, parce que c'était de l'auto-vente, disons. Fait qu'il m'en reste encore, oui, qu'ils sont encore disponibles. Puis, mon deuxième livre, c'était un roman d'amour que j'avais écrit il y a au-dessus de 35 ans, que j'avais gardé dans la garde-robe. Puis, je l'ai édité par moi-même, de l'auto-édition, en 2013. Mon premier livre, c'est en 2012. Deuxième, c'est en 2013. Puis ça aussi, il m'en reste encore. C'est L'amour au soleil couchant, celui-là. OK. Sur les traces d'Anaël, là-dedans, tu ne parles pas de tes expériences paranormales. Là-dedans. Non, les gens ne doivent pas penser. Je parle des deux lumières. Je parle de la route
quand je suis arrivée, je parle des deux lumières, mais je parle pas de, tu sais, comme je te disais tantôt, la télépathie, voir les gens à l'intérieur, voir Pierre à l'intérieur, ça, j'en parle pas. Okay. La femme blanche non plus, parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui croit pas à ça. Fait que je voulais pas trop en mettre, là, tu sais. Fait qu'il y a plein de choses. On a même fait du tantrisme, qu'elle appelle, là. Tu sais, qui pouvait, à distance, il m'hypnotisait, là, puis que, en tout cas, regarde, des expériences assez spéciales. Sur Internet, à un moment donné, il y a même eu, ça c'est en Estrie, là, il y a même eu quelqu'un qui est rentré comme en moi, là, mais par Internet. Tu sais, les pouvoirs, là, l'intention. Puis le lendemain matin, je me suis réveillée, puis je me suis enfermée dans une chambre tellement j'étais en mal en point. Si j'aurais eu un tu sais, comme les Chinois là, qui se rentrent un épée. Samouraï, là, les épées samouraïs. Si j'aurais eu ça, là, c'est ce que je voulais faire. Fait que j'étais possédée par quelqu'un qui m'avait eu par Internet la veille, tu sais. Ben voyons donc, toi. Oui, il y a plein d'expériences comme ça que j'ai pas osé parler. Mais que peut-être qu'un jour, je l'écrirai dans un autre livre, tout ce que je peux avoir vécu. Tu sais, comme je te dis, même le magnétisme, ça, je recommence. Tu sais, il y a plein de choses comme ça. Tu avais l'impression que cette personne-là te manipulait? Ben oui. Quand que j'ai vécu toutes ces choses-là, là, par Internet, je ressentais les gens. Par Internet, j'ai guéri un mal de tête. La fille, elle avait un mal de tête affreux. Je me suis concentrée, puis je ressentais tellement dans mes mains, là, ça picotait dans mes mains. Fait que, tu sais, de loin, là, par Internet, je les sentais. Fait que ça, c'est des choses que tu parles pas facilement, là, tu sais, parce que les gens te croient pas. Maintenant, ça me dérange plus d'en parler. Fait que tout ça, c'est pas dans mon livre, mais peut-être dans un prochain, par contre. Ouais. Non, mais oui, ça serait le fun, parce que c'est des choses de la vie, c'est réel, là. Ben oui. C'est pas dans l'imaginaire. Non, non. C'est vraiment quelque chose qui existe. Oui. Tout comme le paranormal, c'est normal. C'est quelque chose de normal de tous les jours, mais il y en a qui écoutent, d'autres n'écoutent pas. Là. Ben oui, puis on a vécu à Sainte-Croix, tu te souviens, avec ton ami, puis en tout cas, regarde, on aurait long à compter là-dessus aussi. Là. Mais c'est ça, pour en revenir à mes livres, oui, ils sont encore disponibles les deux. Ils peuvent m'écrire à mon adresse qui est sur mon blog. J'ai vu qu'il a partagé mon blog et mon groupe Facebook. Fait que j'ai un email. Ben, c'est nicole.gory@gmail.com. Ils peuvent m'écrire, puis mes livres sont encore disponibles. Là, maintenant, je les vends comme les deux, 10 $ s'ils prennent les deux, ou 15 $ chacun. Fait qu'il y a comme c'est quand même pas cher, oui, c'est pas cher. Non, c'est ça, là, pour ce qui me reste, là, c'est ce que je veux faire. Puis comme je dis, là, je vais écrire un prochain qui s'en vient. J'ai un meurtre et mystère que j'avais fait jouer, que je vais écrire en livre, roman policier humoristique, fait que ça aussi, c'est en cours. J'ai plein d'idées qui bouillonnent, moi. J'ai plein d'idées qui bouillonnent. Moi, je me pose une question là. Tes dons capacité, ouais. de lire dans la pensée ou de faire de la télépathie, ça t'arrive-tu encore? Ben oui, de plus en plus. Fait que tu es capable de ressentir quelqu'un. Si tu comptes une menterie, tu le sais, hein? Oui. C'est ça. De plus en plus. Ouais. Puis là, je pratique sur quelqu'un en particulier. Je dirais pas qui, là, mais en tout cas, il va se reconnaître. Mais je pratique beaucoup le... J'ai un petit doute. Le magnétisme, tu sais, enlever la douleur, disons pas. Je dirais pas enlever un cancer, là, pas ça, là. Mais enlever un mot de tête, enlever une douleur. Puis je le ressens tellement. Puis c'est drôle, hein, parce que c'est toujours ma main malade. C'est toujours ma main droite. Tu sais, celle que je me suis fait amputer puis opérer et tout ça, c'est toujours de cette main-là que j'arrive à le faire. Puis il l'a remarqué. C'est spécial, hein? Il l'a remarqué. Tu t'as pas remarqué, c'est toujours avec celle-là. J'ai comme tellement de ressenti, disons. Même si ça a été très endommagé, c'est celle-là que j'ai le plus de ressenti. Fait que c'est bizarre. C'est bizarre, certain. Mais tu es plus sensitive parce que justement, il te manque des bouts de doigts. Donc c'est... Probablement. Il y en a une qui est faite pour ce qui rentre, puis il y en a une qui est faite pour ce qui sort. De quoi, les mains? Oui. Ah oui? Oui. C'est ça. Oui. Au niveau des pieds, c'est la même chose. Il y en a un qui est fait pour ce qui rentre, l'autre qui est fait pour ce qui sort. Celle-là, là, la main droite, c'est vraiment du magnétisme, là, mais tu sais, je ressens énormément de choses. Là. Puis moi, dans les yeux, Carole est un peu au courant aussi. Dans les yeux, je vois énormément de choses. Fait que certaines personnes que je vais m'éloigner parce que je vois pas des bonnes choses dans les yeux, je l'élaborerai pas, mais en tout cas, tu sais, j'ai bien des croyances que j'en ai eu tellement de preuves, tu sais, que, regarde, je peux pas faire autrement, j'en ai eu des preuves. Question d'un auditeur, étant moi-même. OK. Hey, ça, c'est un auditeur en live en tabarouette. C'est très à côté. Proche. Les déjà vus. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? J'en ai déjà vu. non, mais c'est parce que, tu sais, il y a plusieurs personnes qui vivent ce phénomène-là. Oui, j'en ai vécu beaucoup.
qu'est-ce que tu peux nous élaborer là-dessus pour les gens qui ne le comprennent pas, qui le vivent plus fréquemment? Je peux pas dire, j'ai pas de réponse scientifique non plus, de recherche ou quoi que ce soit, mais ça m'est arrivé encore la semaine passée. À un moment donné, j'étais avec mon copain, justement, puis je l'ai déjà vécu, ça. Puis pourquoi, je ne sais pas, puis c'est tellement là, c'est tellement présent, mais d'où ça vient, pourquoi, je ne sais pas. Ça a-tu augmenté ces derniers temps ou ça a diminué? Ben oui, tout augmente. Comme je te dis, là, depuis, je te dirais depuis un an, tout augmente. Les ressentis, les déjà-vus, la télépathie, voir dans les yeux, tout augmente, on dirait. Je ne sais pas si c'est parce que, comme je te disais plus tôt, je me sens tellement sereine, tellement bien en dedans, que peut-être que là, ça se développe là. Fait que j'ai une amie qui me donne beaucoup de plus qu'une amie même, qui me donne beaucoup de conseils. Comment développer encore plus. Là, ouais. On a reçu aussi d'autres commentaires. Oui, exactement. J'en avais pris un en photo tout à l'heure pendant que je suis en train de fumer ma cigarette. Je ne sais pas si c'est le même que tu vas nous mentionner. Ben, j'en ai deux. J'ai Gracielle et Daniel. Veux-tu les lire ou je les lis? Attends un peu. T'as un peu. Moi, commencer, OK? Non, c'est juste être sûr qu'on a eu le même. Ben, j'ai Daniel Letourneau qui dit « J'adore entendre les histoires vécues des personnes qui ont quelque chose à dire. » Carole Carlton. Oh, celle-là, je ne l'ai pas vue passer. Ah, OK. Hello. Il me semble que j'ai entendu que Nicole a vécu bien vit toujours... je vais recommencer. Il me semble que j'ai entendu que Nicole a vécu ou vit bien toujours à Chartierville. Il y a une côte magnétique dans cette ville. Pourriez-vous nous expliquer ce phénomène souterrain si vous savez? Qu'est-ce qu'il y a dans le sol pour manifester le phénomène? Est-ce qu'il pourrait y avoir des effets ressentis sur le corps ou autrement? Est-ce que les gens rapportent des effets ressentis particuliers? Oui, une côte magnétique, puis j'habitais à 2 minutes de la côte magnétique. Le phénomène, non, ça, je pourrais pas l'expliquer parce que, ça m'a jamais interpellé de savoir pourquoi, le pourquoi du comment, là. Mais oui, mais je pense pas que ça ait des effets sur les personnes. Parce que j'ai une amie, il y a un centre maintenant, juste en bas de la côte magnétique, il y a un kiosque, là, puis elle explique tout ça, puis il y a des pamphlets, puis puis elle fait expérimenter les gens, mais c'est vraiment juste un phénomène de gravité, disons. C'est pas, ils disent côte magnétique, mais c'est vraiment juste par la gravité. C'est que tu vas te mettre sur le neutre, puis quand tu es à un point oui. Puis ton auto va reculer. Puis quand ton auto recule, tu lâches tout, là. Tu lâches le volant, tu lâches les breaks, tu restes sur le neutre, puis ton auto recule sur une côte montante. Fait que c'est vraiment juste le magnétisme. C'est pas... et pour ça qu'ils disent côte magnétique. Mais je pense pas... C'est comme si dans le sol, il y avait un fer. Il y en a deux au Québec, ça a l'air. Oui, il y en a, j'en ai vu aux États-Unis. Il y a plusieurs personnes qui ont rapporté le phénomène, surtout du côté de la Californie. Ah, ça se peut. Mais il y en a deux au Québec. Je sais qu'il y a c'est assez impressionnant à voir et à vivre aussi. Ah, oui. Moi, ça m'étourdit un peu. Je l'ai fait plusieurs fois. J'habitais là. Puis moi, ça m'étourdit un peu. Je suis obligée de mettre les breaks puis reprendre mon volant parce que le fait de monter, ça me fait un effet comme d'être dans un avion. Oui. C'est ça. C'est comme si on va tomber en bas de nos souliers. C'est ça. Mais je pense pas, s'il y aurait des effets magnétiques, vraiment, pour les dons ou quoi que ce soit, ça serait plus parlé, là. Mais je pense pas. C'est vraiment plus un effet de magnétique de côte. Puis en tout cas, je ne pourrais pas expliquer exactement. Il y a Gracielle aussi qui dit « Beau partage, Nicole. Il y a un vécu intéressant avec un monde intérieur. Il est toujours enrichissant de visiter nos parties d'ombre et lumière. C'est ce qui nous permet d'avoir de l'expérience. » Et c'est plein, ça. Exactement. Ouais. Il n'y a rien de mieux pour comprendre quelque chose quand on le vit. Quand on l'a vécu. Et si on l'a compris, ce qu'on vit, ben c'est ce qui nous permet d'évoluer, de changer, de cheminer. Cheminer, oui. Ben, j'aime bien le mot évoluer aussi parce que cheminer, c'est que tu avances dans la vie, mais évoluer aussi. T'évolues le côté spirituel. Encore là, c'est chacun nos ressentis. C'est ça, c'est des mots. C'est juste des mots. C'est des mots. Des mots, mais on sait que c'est la même chose. Ça revient au même. Là. À part ça, on avait-tu d'autres textos? Non, hein? Non, ça ressemblerait pas mal à ça du côté des messages SMS et Facebook. J'ai aussi, tantôt on parlait des corneilles, les corbeaux, etc., les animaux. Je sais que Gracielle aussi, elle a écrit que lorsqu'elle rêve une moufette, c'est toujours une bonne nouvelle qui va survenir pour moi, surtout lorsque elle va se faire asperger quelque chose de bon. Ouais, c'est ça. Tu vas te faire... Oh, personne ne va t'aimer là pendant quelques secondes, le temps que tu prennes une douche, mais...
Donc, il y a aussi Mathieu qui dit, je confirme que ce qui est du manque d'un membre, c'est vrai, Mathieu aussi, il manque un bout de son pied. Okay. Il dit, merci à cette dame, quelques points qui me rejoignent. Donc, parce que Mathieu, il vient régulièrement aussi à la station, sauf que là, à cause des nouvelles mesures, encore et encore, on limite. On doit limiter, c'est ça, le nombre de personnes en studio. C'est ça. J'ai Cyril aussi. Bonjour Cyril, en passant, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé. Bravo, madame, pour votre notion de cheminement en lieu de place de l'évolution. Ah, ça, c'est bien dit. Ben oui, merci. Ça, tiens, regarde, il vient de mettre 2 mots dans une phrase. Dans une phrase. Oui, c'est bon, ça. J'ai Suzanne Genoux qui dit bonjour à tout le monde. Les animaux ont une signification pour notre cheminement spirituel. Comme tu disais tantôt, pour les Amérindiens, c'est aussi ça. C'est vrai. Exact. Parce que tantôt, je voulais vous raconter de quoi je n'ai pas eu le temps de le dire. Là. On a comme sauté sur un autre sujet. Quand que j'allais pas bien, moi, j'allais au fleuve. Mais à un moment donné, quand j'avais besoin vraiment de réponses, et je demandais à mon guide en haut, « Hey, le barbute, en pas que je monte que je t'accroche parce que ça ne fera pas beau. » Là, j'étais fâchée. Là. J'allais en bas pour faire comme « Wow, t'as peu. » là. Réénergie, calme-toi les nerfs. Là. Regarde ce que t'as. Puis je veux savoir où est-ce que je m'en vais. Y a-t-il quelqu'un qui est là pour me guider pour vrai? Parce que, et en disant ça, j'ai eu un aigle qui me passait à peu près à 10 pieds au-dessus de la tête. C'est bien. Une pigargue à tête blanche. Et ça a une signification pour moi incroyable. Pour moi, l'aigle ou la pigargue, c'est un maître spirituel très élevé. Puis j'ai eu comme ce feeling-là que j'ai eu ma réponse. Parce que je posais la question, est-ce que ma vie va changer? Parce que là, je suis plus capable. Mm-hmm. J'étais vraiment dans un cul-de-sac dans ma vie. Puis tu vois, toute ma vie a changé après ça. Mm. J'ai eu l'émission de radio, j'ai eu... tout a changé. J'ai changé de chum. Ça a comme... Wow! Et ma vie s'en porte bien. Mais je hurlais la demande d'un changement. Puis je disais, crème, je le sens qu'il y a quelque chose qui va changer, mais quand? Je peux pas, il n'y a pas de temps en haut. Fait que tu te dis, c'est quand, là? Mais il y a un truc, je ne sais pas si je peux prendre 2 petites minutes encore. Oui. Il y a une méditation qu'une amie m'a envoyée par CD, puis c'est pour aller voir son guide intérieur. Puis la méditation, elle te guide à travers, tu rentres d'une montagne, un passage et tout ça. Puis tu poses une question, dans la méditation, c'est relatif à la santé, mais ça peut être à n'importe quoi. Puis quand tu arrives dans la pièce principale, en principe, tu devrais voir ton guide spirituel. Moi, le guide spirituel que je vois, puis mon chum que j'ai présentement, on voit le même. Puis c'est bizarre, parce que j'ai jamais parlé de qui je voyais comme guide. Quand lui le fait, j'y ai fait faire chez moi, puis il a vu le même guide. Fait que, tu sais, on est vraiment comme liés. Nous autres, on dit toujours qu'on est des âmes sœurs. Mais la méditation en question, je peux la mettre sur mon blog, parce que là, il a mis le lien de mon blog. Je peux la mettre sur mon blog, puis les gens peuvent l'essayer. Puis moi, depuis que j'ai commencé cette méditation-là, justement, il est arrivé plein de choses, comme tu dis, de positif, là, tu sais, comme avoir mon nouveau copain, plein de choses comme ça. Fait qu'on dirait que cette méditation m'a ouvert à quelque chose de bien, d'encore mieux. Un vent de changement. C'est ça, encore mieux. Fait que cette méditation-là, je peux la partager, soit sur Zone Parallèle ou quoi que ce soit, puis je peux la mettre sur mon blog aussi. Elle est vraiment intéressante, oui. Ben oui, crème. Puis il y a Marie-Josée aussi qui demande, êtes-vous capable, si vous entrez en contact avec quelqu'un via Facebook, de percevoir des choses par rapport à cette personne? Ben oui, ça dépend de la personne. De sa demande aussi. Oui, c'est ça, de sa demande. Ben c'est pour ça que quand je veux, comme je dis, je veux donner de la relation d'aide, ça va être, c'est sûr que là, pour l'instant, à cause de la COVID, ça va être virtuellement, mettons. Tu sais, c'est sûr que, il va y avoir des frais, mais très peu de frais, disons, là. Pas comme un psychologue, parce que j'ai pas de formation académique, là. Mais je veux dire, pour aider les gens, oui, c'est ce que je veux faire. Je sais que c'est ma mission de vie d'aider les gens. Ça a l'air prétentieux, parce que j'ai souvent le syndrome de l'imposteur, comme on dit, là. Ouais. Parce que j'ai pas de formation académique, mais ma formation de vie puis tout ce que j'ai appris, ça m'aide à aider les autres. Fait que oui, ça peut se faire par Facebook. On appelle ça le don de soi. C'est ça.
Carrément. En tout cas, je sais que tu n'es pas un imposteur, fait qu'enlève-toi l'idée que tu as un syndrome de l'imposteur. C'est ce que j'essaie. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Tu vois, je l'ai eu, ce syndrome-là aussi. Oui, quand j'ai commencé ici, là, je n'arriverai jamais à la hauteur de Jean Cazot, puis je ne porterai jamais ses souliers. Ça, c'est plus un process psychologique. On se remet, c'est notre santé mentale qui est démontrée là, qu'on se remet en question. Mais tu sais, ça fait partie du processus. Là. Comme on disait tantôt, le cordonnier mal chaussé. Exact. C'est ça. J'ai d'autres commentaires, mais on n'a pas le temps de les lire parce que là, l'émission se termine là, déjà. Ben oui, imagine-toi donc mon petite marde. On aurait eu tellement à se dire. Quand on se parle, toi puis moi, c'est ça. On va devoir te réinviter. Je reviendrai, certain. Tu vois, tu iras aussi sur la page de Facebook de Zone Parallèle. Tu pourras aller répondre à ces gens-là parce que Gracielle a dit aussi d'autres choses qui est très intéressant. Mais tu iras répondre. Ben oui. Les gens. Elle est très gentille, Nicole. Fait que c'est sûr qu'elle va vous répondre. Mais sur ce, dans quelques instants, l'émission Zone Insolite va être là avec La Vérité est ailleurs, avec Denis Guy et Pascal Bourbonnais. Ça va être très intéressant, je vous le promets. Ceux qui aiment parler d'abduction, mais je ne veux pas lâcher le punch, mais écoutez-la, ça va être vraiment intéressant. C'est un rêve ou une réalité qui s'est passée. C'est de ça que son invité va parler. Ce qui est drôle, c'est qu'il parle d'un petit quelque chose qu'on a quand même parlé ici durant l'émission. Oui, exactement. C'est exactement. Je vais juste mentionner l'Institut Monroe. Les gens vont entendre les mots suivants, là, mais attardez-vous à l'Institut Monroe. Une bonne émission. Puis on vous met une petite musique d'Imagine Dragon pour terminer, qui est Believer. Fait qu'écoutez ça et restez là après la pause pour l'émission Zone Insolite. Bonne semaine, les étudiants. Bonne semaine. Merci, Nicole, d'avoir été là. Merci. Surviens. Yes. Bye. Bonne semaine, tout le monde.